toutes les limites qu'on s'impose sont juste dans notre tête. Et juste en sortant de notre zone de confort, on peut découvrir un tout nouveau champ des possibles. On a une dette à payer et cette dette, c'est l'ignorance. Il y a que 3 choses que les personnes qui ont le plus de succès ont en commun. Ils ont à la fois cette étoile qui les porte, où ils savent qu'ils méritent mieux que tout le monde. Ils ont à la fois cette peur de l'échec et de jamais être à la hauteur qui les pousse vers là où ils veulent aller. Et ils ont à la fois le contrôle de leurs impulsions qui leur permet de rester sur la ligne et pas de constamment dévier à droite, à gauche et de perdre leur focus. Peu importe en quoi on croit, ce qui est important, c'est ce que notre foi nous apporte et en quoi elle nous transforme. J'aime croire que les événements qui vont permettre de réussir dans un domaine, ils sont à 100% en ton contrôle. Salut Antoine. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Excellente forme. Bon, on échange les rôles là. Ouais. Cette fois, c'est toi derrière le micro. Ouais, c'est moi qui vais répondre. Parfait, ça me fait plaisir de t'avoir ici. Rapidement, je te fais une petite présentation quand même pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Partie de zéro, tu as réussi à atteindre une certaine aisance financière en lançant ton activité jusqu'à pouvoir être libre et venir à Dubaï après seulement 6, 9, 10 mois d'activité. On en parlera justement. Ouais. Tu es passionné de sport, de développement personnel, de psychologie humaine. Et quand on parle de toi, une des premières choses qui me vient à l'esprit, c'est peut-être pour ça qu'on a des atomes crochus, et que tu as bien fité aussi avec Yomi, c'est la discipline. Ouais. Tu es quelqu'un de très carré. Ancien coach sportif, mais on en parlera aussi de ça, parce qu'il y a un petit côté underground, parce qu'à la base, tu voulais être pilote de chasse. Ouais. Tu as coaché des grands entrepreneurs en allant de Yomi à Iman Gadzhi également. Ce sont des noms qui parlent à celles et ceux qui nous écoutent, j'imagine. Et des centaines de personnes dans des programmes en ligne. Créateur de contenu aussi. Tu es présent sur TikTok, Instagram, YouTube. Omniprésent, on peut même dire maintenant, ouais. Avec plus de 500 000 personnes qui te suivent uniquement sur tes réseaux personnels, sans parler de sans permission. Sans permission, podcast avec Yomi Oussama, où tu es co-animateur de ce podcast depuis presque son premier jour, en tout cas depuis le moment où ils ont vraiment voulu mettre un vrai coup de boost à la mise en place de ce podcast. Et puis récemment, tu as fait un virage dans le monde du Make Money Online, ouais. Où justement tu as quitté, on va dire, l'industrie du sport, ou en tout cas progressivement, pour permettre aux gens qui le désirent d'atteindre la liberté financière, ou en tout cas suivre le même chemin de traverse finalement que toi, ouais. Pour en arriver là où tu en es. Avant qu'on démarre, j'ai pas mal de questions à te poser, mais j'ai envie de revenir sur un moment de ta vie dont tu parles sur ton site, qui a été comme une sorte de déclic finalement. C'est un moment donné où tu te fais une blessure au rugby. Au même moment, il y a une de tes ex de l'époque qui te quitte. Et là, tu as une vraie prise de conscience, vraisemblablement, qui fait que tu te dis « Ok, je dois me reprendre en main, je dois me mettre au sport, je dois me ressaisir, tu te mets au développement personnel. » C'est intéressant parce que souvent, il y a des moments dans la vie comme ça qui sont perçus comme des déclics ou en tout cas des électrochocs et qui permettent à un homme ou un individu ou une femme, peu importe, de changer du tout au tout. Est-ce que tu veux bien nous parler de ce passage-là ? Ouais, avec plaisir. En fait, il y a eu 3 événements coup sur coup qui se sont chevauchés. Le premier, ça a été le divorce de mes parents. Le deuxième, ça a été cette blessure au rugby où je me suis fracturé les 2 clavicules simultanément. J'ai joué 8 ans au Stade Toulousain. Et le troisième, ça a été la rupture avec ma copine. Et tout s'est enchaîné en fait très rapidement. Okay. Et avant cette période, on vivait une vie très tranquille, ma famille et moi. C'est-à-dire qu'on avait une belle maison, on voyageait les étés, on était à l'aise financièrement. Et puis quand tout s'est enchaîné comme ça, j'ai eu cette transition où je suis passé d'un enfant adolescent qui vivait constamment dans sa zone de confort, qui jouait aux jeux vidéo toute la journée, qui vivotait tranquillement, à une perte de repères totale, parce que ma mère et mon frère, on est partis habiter loin de là où on était. On avait du mal à revendre la maison dans laquelle on vivait. On avait des dettes. Mes parents ont longtemps vécu à crédit. Et du coup, on s'est retrouvés dans une situation financière qui était totalement différente. En parallèle, rupture amoureuse. En parallèle, les 2 fractures des clavicules, donc je pouvais même plus aller en cours, j'étais comme ça toute la journée, j'essayais de jouer à la play, mais c'était difficile. Et donc, tous ces événements ont fait que je suis passé du tout au tout. Il y a eu une forme de déclic qui s'est fait. J'ai vraiment pris conscience de l'importance du fait de faire de l'argent, déjà, ouais. Parce que on est passé d'une vie où on avait des moyens à plus rien, quasiment. Vivre dans un studio avec ma mère qui dormait sur le canapé et moi dans un lit avec mon frère. Et donc, ça a été, cette période-là, ça a été mon déclic. C'est là où je me suis dit, Antoine, en fait, si tu ne te bouges pas le cul, tu vas rester dans la même situation et tu ne vas pas pouvoir être en capacité de supporter ta famille et de retrouver cette vie-là que tu avais avant où tu étais bien, tu étais libre et tu étais heureux. Et j'ai vraiment pris conscience que si je voulais passer d'une situation à une autre, ça allait passer par un gros travail sur moi et que tous les résultats que j'avais accumulés jusqu'à présent, ils n'étaient pas à la hauteur de mes ambitions et qu'il fallait que je me reprenne. Ouais. T'avais quel âge à ce moment-là ? Je devais avoir 15-16 ans.
Ok. Ouais. Donc 15-16 ans. Et il y a un moment donné, justement, où je me suis baladé sur ta chaîne, où on voit tes premiers vlogs, on en parlait tout à l'heure. Tu te dis, ok, je vais tout simplement filmer mon quotidien, je vais vous montrer, je vais vous emmener avec moi, et puis je vais pouvoir vous montrer ce que je fais pour pouvoir grandir personnellement. Et là, tu as plus ou moins, c'est en 2020, en novembre 2020, ton premier vlog, sauf erreur. Donc, tu as quoi? Tu as 20 ans, 19-20 ans. Ouais. Qu'est-ce qui se passe entre ces 4 années? Premier point, 3-4 années, pour que tu grandisses personnellement et dans le concret, tu vois. Et qu'est-ce qui fait en amont que tu prends conscience de « je dois changer les choses » ? Parce que la plupart des gens, face à une situation telle que tu as vécue, ils seraient dans une posture où on va se victimiser, on va se dire... tu vois, la barrière est très fine entre prendre conscience de la chance qu'on a et puis mettre en place des solutions pour grandir et avancer, ou se positionner en victime et puis finalement aller au fond du précipice, quoi. J'étais sur une voie où, pour moi, dans ma tête, je pensais que si je voulais être libre financièrement, il fallait que je réussisse dans les études. Mes parents m'ont toujours dit ça, ils ont toujours été très exigeants avec moi, et c'est pour ça que je me suis engagé à fond pour devenir pilote de chasse. J'ai travaillé très très dur pour y arriver, et j'ai même fini par réussir, puisque j'ai reçu ma lettre de convocation pour la formation militaire initiale à Salon de Provence. Et au final... en prenant du recul, je me suis rendu compte que ce qui me passionnait véritablement, c'était pas le vol en lui-même, mais la liberté qu'il symbolisait. Et du coup, à partir de là, je me suis dit, Antoine, si tu intègres cette formation militaire, pendant 10 ans, tu vas être dans ce schéma où tu vas partir en zone de guerre, tu vas être déployé, etc. Et je commençais à regarder sur Internet des personnes qui parlaient de business en ligne, de liberté géographique, de liberté financière, etc. Je me suis dit, pourquoi est-ce que, après tout, je tenterais pas ma chance ? J'ai 3 mois avant l'intégration à l'armée. Pourquoi pas essayer de lancer un truc. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où j'ai commencé à regarder sur Internet des formations. J'ai acheté, tu sais, on était en novembre 2020, donc c'était période Covid. Ouais. J'ai acheté et revendu des masques pendant cette période. Je me suis fait genre 2000 €, un truc comme ça. Okay. Et du coup, j'ai tout remis dans une formation et c'est là où j'ai commencé. Et c'est ça, en fait, ce qui s'est passé sur ces 3-4 dernières années depuis le vlog. C'est que j'ai d'abord investi toutes mes économies dans une formation. J'ai continué à garder les routines que je commençais à mettre en place avec le sport, bonne nourriture, le sommeil, etc. Et ouais, j'ai gardé le cap, j'ai gardé le focus sur mon business et après, c'est allé assez vite en fait. C'est allé assez vite. Qu'est-ce qui fait que justement tu gardes ce cap et ce focus ? Parce que finalement, tu vois, quand tu démarres ce vlog par exemple, on voit la situation dans laquelle tu évolues, qui est une situation totalement lambda, standard, d'un jeune homme qui a envie de se sortir d'une situation et qui a envie d'aller chercher cette liberté. Mais a posteriori, 3 ans plus tard, c'est facile, en rétrospective, de dire « Waouh, génial, tu as été persévérant, bravo, tu as réussi à percer ». Mais qu'est-ce qui fait la différence selon toi entre toi et ceux qui essaient mais qui n'y arrivent pas au fur et à mesure du temps ? Parce que... tu sors ce premier vlog en novembre 2021. En septembre 2022, tu en fais un autre dans lequel tu dis « je m'expatrie à Dubaï ». Tu expliques que ça fait plusieurs mois justement que tu développes une activité en ligne dans laquelle tu aides des hommes à atteindre des objectifs sportifs. Ouais. Et donc vraisemblablement, l'activité s'est plutôt bien passée ou plutôt bien lancée. Ça te permet en tout cas de t'offrir cette chance d'aller à Dubaï. Qu'est-ce qui fait justement que toi, tu as réussi alors que d'autres essaient ou celles et ceux qui nous écoutent peut-être sont en plein dans ce processus et n'ont pas de la certitude sur le fait de réussir. Je pense que le sport m'a beaucoup apporté par rapport à ça, dans le sens où j'ai pris conscience relativement tôt qu'il y avait toujours un décalage entre les actions qu'on réalisait et les résultats qu'on obtenait. Et que si on n'avait pas foi dans le processus dans lequel on s'engageait et qu'on ne continuait pas à faire les actions qu'il fallait faire indépendamment des résultats qu'on voyait, il y avait peu de chances pour qu'on finisse par réussir. Ouais. Ce concept, il s'illustre très bien avec le sport parce que tu vas pas avoir des bras qui vont se développer après ta 3e séance. Tu es obligé de faire preuve de patience, tu es obligé de faire preuve de rigueur, de discipline. Et cet état d'esprit-là, ce gros mindset, je l'ai vraiment appliqué à l'entrepreneuriat, à la création de contenu, à tout un tas de choses. Et je me disais, Antoine, si pendant 3 ans, après avoir effectué les actions avec constance, tu n'as pas de résultat, ça veut dire que c'est pas fait pour toi. Mais donne-toi 3 ans pour réussir, fais les choses avec rigueur, et au moins, tu seras sûr que tu n'auras pas de regrets à la fin de ta vie. Au moins, tu pourras te retourner, tu seras tranquille. Okay. Et donc, c'est vraiment cet état d'esprit-là, cette prise de conscience
qui m'a permis ouais, je pense, avoir des résultats et pas abandonner quand ça devient difficile. Parce que les obstacles, on les a tous. Les gens qui nous disent ça marchera pas, ça sert à rien ce que tu fais, on les a tous. Mais je pense ce qui fait vraiment la différence, c'est la confiance qu'on a dans le processus, la confiance qu'on a en soi-même. Et c'est un trait de caractère que j'ai développé en partie grâce au sport. C'est un truc qui m'a beaucoup apporté. Justement, j'enchaîne sur une question que je voulais te poser, c'est comment la transformation physique que tu as eue a changé ton état d'esprit. Quel a été l'impact concret du sport sur ton état d'esprit et ta personnalité? J'ai pris pas mal de prise de conscience. Ce qu'il faut savoir, c'est que de base, je détestais le sport. Je n'étais pas du tout sportif. Avant que je me fracture les 2 clavicules, je faisais du rugby, tu vois, mais j'allais aux entraînements et je n'étais pas vraiment engagé dans le process. Et le sport, ça m'a fait prendre conscience de pas mal de choses. Déjà, si on veut mettre en place des habitudes sur du long terme, c'est hyper important d'avoir un bon entourage. Quand j'ai commencé à faire J'ai commencé par le crossfit. C'est mon père qui m'a amené dans une salle de crossfit la première fois. Je suis tombé sur un coach qui m'a vraiment inspiré et qui m'a vraiment pris sous son aile. Et je pense que cette personne, je lui serai éternellement redevable parce qu'elle a vu quelque chose en moi que même moi, je voyais pas. Et ça a littéralement changé ma vie parce que je voulais plus le décevoir après ça. À partir du moment où quelqu'un place sa confiance en nous, on a envie d'être à la hauteur de ses attentes. Et du coup, nos attentes, elles passent presque après ses attentes. Et lorsque j'ai pris conscience de ça, faire du sport, c'était plus une contrainte. C'était une nouvelle façon de construire mon identité et d'appartenir à un nouveau groupe. J'avais peur maintenant de me faire rejeter par ce nouveau groupe qui était le coach que j'avais rencontré, les personnes de la salle de sport. Et donc j'ai pris conscience par l'intermédiaire du sport que changer d'identité, mettre en place de nouvelles habitudes, ça passe aussi par avoir le bon entourage. Et à partir du moment où on a le bon entourage, les standards qu'on se fixe, les habitudes qu'on a en place sont beaucoup moins contraignantes et nous permettent du coup d'avancer beaucoup plus rapidement. Donc ça a été la première prise de conscience par l'intermédiaire du sport, l'importance de l'entourage, je pense, quand on a des objectifs. Et aujourd'hui, je le ressens encore dans l'entrepreneuriat, tu vois. Le fait de fréquenter des personnes comme toi, le fait de fréquenter des personnes comme Yomi, comme Oussama, plein d'entrepreneurs, ça change littéralement le niveau d'exigence qu'on a. Ouais. Quand j'étais en France, pour moi, gagner 10 000 euros par mois, c'était énorme. Mes parents, ils n'avaient jamais gagné ça. Et là, aujourd'hui, 10 000 euros par mois, c'est intolérable. C'est inacceptable. Si je fais un mois à 10 000 euros, c'est pas possible, c'est pas concevable. Donc, l'importance de l'entourage, ça a été la première chose par le sport, et c'est peut-être contre-intuitif. Ensuite, je dirais l'importance de la constance, de la discipline et de l'effet cumulé sur le long terme. Encore une fois, ça revient à ce que je disais au début, cette espèce de jet lag qu'il y a entre les actions qu'on réalise et les résultats qu'on obtient, et le fait d'avoir vraiment la foi dans le process. La recherche de la performance aussi. Le sport a inculqué ça en moi, la recherche de la performance, de constamment se dépasser et de trouver de la joie et du plaisir dans ce dépassement-là. Ouais. Le fait de toujours chercher à surpasser ses capacités, à étendre sa zone de confort, c'est une vraie source de satisfaction et ça se transfère à tellement de domaines. Complètement, je te rejoins tout à fait. Moi, lorsque je me suis mis au sport, je faisais 55 kilos tout mouillé pour la même taille. Pas confiance en moi, etc. J'étais encore ouvrier à l'usine. Et ça a été comme une révélation pour moi. Tu sais, j'utilisais la méthode Lafay. Ouais. Je le faisais dans ma cave seul, avec une pile de bouquins sur chaque chaise, en train de faire des dips. Parce que j'avais pas les moyens de m'acheter des barres de dips et une barre de traction que j'avais improvisée. Mais ça a littéralement aussi changé mon état d'esprit et ma vie. Donc, je te rejoins. Un autre point aussi, c'est que souvent, tu fais référence à des théories. Ouais. Typiquement, dans ton premier vlog, tu évoques le fait de « Ok, je dois faire plein de vidéos parce que les 30 premières vidéos, elles ne seront pas bonnes. » Lorsque tu l'as évoqué dans le podcast, dans un des podcasts sans permission, les 20 premiers podcasts, c'est les plus importants. Où là, par exemple, tu parles de gratification court terme, gratification long terme. Ouais. Tu évoques aussi, de manière, et on en parlera tout à l'heure, de manière très pertinente, les processus de décision, la dopamine et d'autres éléments comme ça. Qu'est-ce qui fait que tu as cette approche assez scientifique et pragmatique des choses, alors que la plupart des gens ne l'ont pas forcément ? Et comment est-ce que justement tu as mis en place cette routine, et est-ce que ça fait longtemps que tu l'as mise en place pour justement aller chercher constamment ces informations ? J'ai vraiment l'impression que
un jour, tu t'es dit, mais il y a de ça très longtemps, en lisant un livre, c'est dingue, les choses qu'on peut apprendre et les choses qu'on peut voir et implémenter ensuite dans sa vie, il faut que je le fasse au quotidien et tu te nourris de ça. Ouais, 100%. 100%. Il y a beaucoup de livres qui m'ont beaucoup inspiré et qui ont changé mon état d'esprit sur beaucoup de choses. Notamment Le pouvoir des actions quotidiennes, Ok. L'effet cumulé. Je ne sais pas si c'est un livre... Ouais. C'est un livre qui m'a beaucoup impacté parce que... voilà, c'est cet état d'esprit de faire les choses quotidiennement, comme tu disais, avoir conscience que c'est normal d'être nul quand on démarre, peu importe le domaine. Et il ne faut pas se blâmer ou croire que c'est pas fait pour nous sous prétexte qu'on est naze. On a une dette à payer et cette dette, c'est l'ignorance. Et le seul moyen de la payer, c'est d'être nul, d'accepter d'être nul et de faire du volume jusqu'à être de moins en moins nul. Et un jour, on se retrouvera par être bon. Peu importe le domaine, que ce soit pour créer du contenu, que ce soit pour apprendre à vendre. Je pense que j'ai dû prendre des milliers d'appels de vente, des milliers d'appels de closing depuis que j'ai commencé mon business. Et au début, c'était ridicule. Tu peux demander à mon petit frère qui est avec nous. Je te jure, au début, c'était gênant. C'est-à-dire que je prenais les appels, j'annonçais mon prix et puis je parlais plus. Alors certes, en fait, théoriquement, c'était le truc à faire, tu vois. Mais moi, il y avait vraiment un moment de gêne où c'était mal fait. Et c'est qu'avec le volume, la pratique, que je suis devenu de moins en moins nul jusqu'à devenir bon, en fait. Ouais. Et il y a plein de concepts comme ça que j'ai non seulement appris avec la théorie, mais aussi avec la pratique, qui ont changé ma perspective et mes paradigmes sur tout un tas de choses. Ok. Ouais, c'est ce fameux concept de il faut parfois des années pour devenir bon du jour au lendemain. Ouais. C'est vraiment ça. Hein. Et la Exactement. plupart des gens veulent justement être toujours, comment dirais-je, en fait, et on peut en parler de ce sujet parce que c'est un sujet, j'imagine, qui te touche et tu t'es posé de nombreuses fois la question. C'est les réseaux sociaux. Ouais. Toi, les réseaux sociaux, tu regardes les réseaux, il n'y a que des gens qui réussissent, il n'y a que des gens qui sont beaux, il n'y a que des gens qui ont les six-packs ou les fesses bien bombées pour les femmes, tu vois. Ouais. Il n'y a que des gens qui font des millions. Tout réussit à celui qui ose faire les choses, quoi. Or, la réalité, on le sait tous les deux, c'est que dans la vie, comme dans le business, il y a des hauts et il y a des bas, il y a des débuts, il y a des milieux, il y a des fins, il y a des fausses fins, il y a des nouveaux débuts, il y a des redémarrages, il y a des redéparts, enfin peu importe. Comment, selon toi, réussir à faire preuve d'assez de force mentale et de discipline pour justement ne pas écouter le bruit des sirènes sur les réseaux et tomber justement dans ces jolis mensonges qu'on a tous envie d'écouter, surtout quand on démarre, hein, finalement, pour rester focus. Parce que finalement, c'est aussi ça qui fait ta différence, c'est que tu as su rester focus jusqu'à avoir assez d'intérêt cumulé dans ton quotidien, dans ta personnalité, pour ensuite créer des opportunités, et on va en parler, qui font que maintenant, tu es en phase ascendante et c'est que le début de cette phase de croissance. En tout cas, je te le souhaite. Ouais. Donc, avec plaisir. Je pense que il faut se mettre dans l'état d'esprit créateur et pas consommateur. C'est-à-dire que déjà, il faut en avoir conscience de ce dont on a parlé, que les réseaux sociaux, c'est pas la réalité, et que la plupart des gens qui créent du contenu régulièrement sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'ils cherchent à acquérir du trafic pour vendre leurs offres. Ouais. Donc c'est tout dans leur intérêt de montrer le bon côté, de peindre un idéal, d'inspirer les gens aussi. Et il faut s'en servir à son avantage. Avant de commencer un business, j'étais pas du tout sur les réseaux sociaux. Et c'est en grande partie pour ça. Alors oui, je regardais des vlogs de temps en temps sur YouTube et c'est pour ça que j'ai commencé ma chaîne. Mais à part ça, j'avais conscience que c'était une grosse perte de temps d'uniquement consommer du contenu. C'est un formidable outil pour rester connecté avec des relations qu'on avait avant, prendre des nouvelles, etc. Mais au-delà de ça, c'est aussi un potentiel destructeur de notre motivation, de l'estime qu'on a pour nous-mêmes, de nos circuits dopaminergiques. Donc c'est vraiment... Il faut vraiment, je pense, arriver à prendre du recul par rapport à ça. Et comme tu l'as bien dit, rester focus. C'est essentiel d'arriver à se canaliser. Et je pense qu'en fait, il faut vraiment réussir à s'en servir à son avantage. Les réseaux sociaux et pas juste être du côté consommateur. Ok. Et justement, avant qu'on continue à développer ce sujet, le 24 septembre 2021, tu fais du coup ce fameux vlog où tu dis « je pars à Dubaï ». Sauf qu'à ce moment-là, du coup, tu as un business, mais tu fais pas non plus des centaines de milliers d'euros par mois, ça commence à fonctionner, etc. Sauf erreur de ma part,
t'es seul, t'as pas un gros réseau à Dubaï, où tu connais peut-être personne. Non. Et tu te lances comme ça dans l'inconnu, pour différentes raisons que tu évoques justement dans cette vidéo, que tu peux réévoquer ici avec plaisir. Mais ma question c'est, qu'est-ce qui fait que finalement tu te dis, je dois le faire, je vais le faire, même si ça peut me faire peur, même si c'est pas forcément ma culture, même si c'est pas forcément un endroit dans lequel je vais me sentir à l'aise, même si je suis pas forcément complètement bilingue par exemple et que je connais personne, j'y vais quand même. Parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui nous regardent, qui sont très motivés, qui ont envie de faire des choses, mais qui vont procrastiner jusqu'à au fait se rendre compte que sur les 3 dernières années, ils n'ont rien fait et qu'il est peut-être trop tard. Ouais, cette période, j'avais 21 ans, je pense, à peu près. Et mon business devait faire peut-être autour de 15 000 euros par mois de chiffre. Donc, quand tu es auto-entrepreneur en France, ça commence à taper au niveau des impôts quand tu commences à passer ces paliers-là. Ouais. Et donc, j'ai commencé à rechercher des alternatives pour payer moins de taxes. Mon objectif, c'était toujours le même. C'était investir dans l'immobilier pour pouvoir devenir libre. À cette époque, c'était le seul truc qui comptait. Donc, je me suis dit, Antoine, voilà ce que tu donnes tous les mois aux impôts. Si tu vas dans un pays où tu payes 0% de taxes, que tu gardes le même niveau de vie, techniquement, tu devrais atteindre ton objectif d'investir dans l'immobilier plus rapidement. Donc je me suis dit, écoute, teste, prends un appel pour voir comment est-ce que ça se passe pour créer une société à Dubaï. Non, l'histoire, elle est folle. J'avais regardé une vidéo sur YouTube d'un mec qui s'était expatrié. Je crois que la vidéo, elle a fait 37 vues, un truc comme ça. Okay. Et je tombe dessus. Et le mec, je me dis, vas-y, je vais lui envoyer un message sur Instagram. On échange. Il me donne le contact de la personne qui l'a aidé à créer sa société. 24 heures après, je prends l'appel. 48 heures après, je leur fais le virement. 72 heures après, je suis à Dubaï. J'ai pas réfléchi. Direct. J'y suis allé direct et je me suis dit, ça passe ou ça casse. Dans le pire des cas, je reviens à la situation dans laquelle j'étais 6 mois en arrière. Ouais. Je suis un jeune de 21 ans qui a foiré pour partir à Dubaï. Ouais. Voilà, c'est pas une honte. Je pourrais toujours faire un autre truc, repartir sur autre chose. En fait, je le savais. J'avais aussi cette confiance de me dire, dans le pire des cas, si ça foire, je sais que j'ai la capacité pour repartir sur autre chose. Okay. Et donc, je suis arrivé, je connaissais personne. J'avais extrêmement peur d'augmenter mon niveau de vie. Donc, directement, j'ai joué la carte de la sécurité. Et ça, personne ne le dira, tu vois, sur les réseaux sociaux. J'en ai pas parlé, par exemple, mais j'ai pris une coloc avec des Indiens, avec des Ukrainiens, avec des Russes. Je vivais dans un endroit minable, vraiment à chier. Et tous les mois, je mettais de l'argent de côté. Je jouais le rôle du coach sportif fauché. Ça m'allait très bien. Et tous les mois, je coffrais. Jusqu'au jour où je me sentais suffisamment en sécurité avec mon épargne. Et là, j'ai commencé à prendre un appart qui est un petit peu mieux. À partir du moment où je me suis sécurisé, j'ai commencé à prendre un peu plus de liberté. Mais j'ai jamais eu peur du regard des autres vis-à-vis de ma situation financière quand je suis arrivé à Dubaï, parce que ce rôle du coach sportif fauché m'allait très bien. Et je savais que c'était de la gratification différée. Souffre aujourd'hui, ok, souffre du regard des autres, tu t'en fous si les gens te jugent, tu t'en fous, paye le prix et t'en tireras les bénéfices d'ici quelques mois, d'ici quelques années. Ouais, c'est extrêmement intéressant ce sujet que tu évoques, parce que la plupart des gens, notamment à cause de l'ego, les réseaux sociaux, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, etc., n'osent pas faire ça et se retrouvent dans des situations parfois limites, précaires, où vont devoir passer la ligne de l'éthique pour pouvoir justement rester à Dubaï et continuer à avoir un certain rythme de vie. Et ça, c'est aussi un des fléaux aujourd'hui de notre société et des réseaux. Donc ouais, c'est bien de le mentionner. C'est quoi sans indiscrétion, c'est quoi justement ce matelas de sécurité ? Combien il représentait ce matelas de sécurité pour que tu te dises, ok, là je suis à l'aise financièrement, je suis en capacité maintenant de prendre un appartement, soit seul, soit plus décent avec une seule personne dans ma coloc ou quelque chose comme ça. C'était réussir à mettre 200 000 euros de côté. Ok. Le moment où j'ai réussi à mettre 200 000 euros de côté, je me suis dit là, si je dépense tant par mois, techniquement, et qu'il n'y a rien qui rentre, voilà combien de temps j'ai devant moi avant d'être à sec. Okay. Et une fois que j'ai estimé que ce temps était suffisant, je me suis dit, là, je peux augmenter un petit peu mon niveau de vie. Là, je peux commencer à réfléchir à comment est-ce que je pourrais investir éventuellement aussi. Voilà. Mais avant les 200 000 euros de côté, je ne regardais pas mon argent. Pour moi, il n'existait pas et chaque mois, je repartais à zéro. Okay. Et ça a duré peut-être 1 an et demi, comme ça. 1 an et demi depuis le début de mon business. Il y a très peu de gens qui pensent comme ça. À tort, je pense. Donc c'est une bonne chose. Vraiment, il y a très très peu de gens qui pensent comme ça. Qu'est-ce qui fait que tu as eu cet état d'esprit ? Est-ce qu'il y avait un manque à combler par rapport à une situation précaire du passé ? Est-ce que
D'où ça vient? C'est en fait le switch qu'on a eu quand mes parents ont divorcé. Le fait de passer d'une vie de petit prince, on vivait à la campagne, on avait une piscine, on avait une grande maison, on avait une salle de jeu dans notre maison, on avait des quads, on avait des motos, on avait tout pour être heureux. Du jour au lendemain, divorce, problème financier, arrive pas à revendre la maison, dette, et là tu tombes en fait. Et là, tu prends des coups, et ça marque véritablement. Et je pense que quand je suis arrivé à Dubaï, je veux plus jamais revivre ça. Parce que ce qui est extrêmement dur, c'est pas d'augmenter son niveau de vie, c'est de devoir le baisser. Et ça marque beaucoup plus. Donc, je me suis dit, fais les choses proprement, fais les choses bien. Tu t'en fous du regard des autres. Dans tous les cas, t'es une anomalie. Dans ma tête, j'étais une anomalie. Ça veut dire que j'avais rien à faire là. J'étais un garçon de 21 ans qui venait de Toulouse, une petite ville de France. Voilà, j'étais une anomalie dans la matrice, une erreur 404. Donc je me suis dit, c'est que du bonus en fait. C'est que du bonus. J'ai la chance d'être dans une belle ville, il faut que je profite. Et en fait, le truc, c'est que tous ces biens de consommation, on s'y adapte très rapidement. Ouais. Je sais pas quel est ton ressenti par rapport à ça, mais c'est quelque chose dont on s'habitue très rapidement, et quand on ne les a pas, on ne souffre pas du manque de les avoir. Donc c'est beaucoup plus pertinent de rester dans une situation où on n'a pas grand-chose et on est adapté à notre situation et on se sent pas trop mal, plutôt que de vouloir prouver aux autres et puis de devoir après redescendre. Complètement d'accord. Et c'est assez dingue parce que finalement, tu me dis, voilà, j'étais une anomalie dans la matrice, erreur 404, etc. Mais quand même, tu es à Dubaï, tu développes ton business, tu fais preuve de discipline. À ce moment-là, tu développes ton business en ligne, tu fais tes coachings, qui plus est, en plus, tu gères toi-même tes réseaux sociaux. Ouais. Tu fais tes montages, tu fais tes vidéos, tu fais tout ça. Donc, il y a une grosse charge de travail, Énorme. plus tes routines, etc. C'était quoi ta journée type? Tu travaillais quoi, 15 heures par jour? Toute ta vie tournait autour de ça? Toute ma vie. Toute ma vie, depuis le jour 1 où je me suis lancé dans l'aventure et je me suis laissé 3 ans. Mon mindset était très simple. C'était, Antoine, voilà le nombre de secondes que tu as dans la journée. Si chacune de tes secondes, elle est alignée avec ton objectif, tu vas pas échouer. Ouais. Donc, je faisais en sorte que chaque seconde, quand je mangeais, je regardais du contenu pour améliorer certaines choses, chaque seconde, elle était alignée avec l'objectif. Ok. Et je lâchais pas. Des fois, ma productivité, forcément, elle baissait. Souvent, en fin de journée, j'étais un légume, mais je lâchais pas. Et oui, les journées, c'était du 12-15 heures. Le matin, je me levais, je faisais peut-être une petite routine de demi-heure, je me levais, je priais, je méditais. Ensuite, je commençais par éditer le contenu que j'avais filmé la veille. Je scriptais le contenu que j'avais filmé sur la journée. Tout faisait au jour le jour. J'étais très mal organisé, je batchais rien du tout, donc c'était vraiment du jour le jour. J'étais sur une seule plateforme, c'était Instagram, et je voulais sortir minimum un réel par jour sur Instagram et TikTok. Ok. Donc le matin, je me levais, je faisais ça, c'était contenu. Ensuite, à 11h, j'allais m'entraîner pendant 2 heures. Étant donné que j'étais dans le fitness, souvent il fallait que je filme du contenu pendant que je m'entraîne. Donc mes entraînements, ils en ont un peu empathie pendant cette période. J'ai perdu pas mal en forme physique, etc. 13-14, je mange. 14-16, je prenais mes appels de vente, de closing. 16-17, je faisais coaching de mes clients, etc. Et après 17-20, soit je retravaillais sur du contenu, soit... En fait, toute ma journée... Ah oui, 17-20, je faisais du setting. Okay. C'est-à-dire que j'allais sur mon compte Instagram, je parlais en DM à des gens pour essayer de planifier des appels de vente pour le lendemain. Et 20-21, après, je mangeais, après, j'essayais de dormir, regarder une vidéo. Et tous les jours, c'était ça. Ouais. Même le dimanche inclus. Okay. Il n'y avait pas de pause. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tout ça, tu le faisais tout seul. Ouais. Malgré tout, tu faisais quand même entre 10 et 15, voire 20 000 euros par mois à ce moment-là. Il y a beaucoup de gens qui, à ces étapes-là du business, on leur dit il faut recruter. Tu vois, typiquement, du setting, il faut recruter du setting. Le closing, à un moment donné, tu peux éventuellement déléguer. Ta création de contenu, quand tu fais 15-20 000 euros par mois, tu peux faire monter tes reels et tes shorts. Qu'est-ce qui fait que finalement tu t'es dit à ce moment-là, non, je veux tout faire tout seul, je veux pas forcément utiliser l'effet de levier du recrutement et de la délégation, et peut-être que moi je vais pouvoir me concentrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée, des tâches à inflexion qui vont faire que je vais pouvoir avancer plus vite. Est-ce que c'était par méconnaissance ou est-ce que c'était par peur de... C'était de l'ignorance. Ok. Purement de l'ignorance. En fait... Déjà, j'avais entendu parler de la délégation et je savais que c'était important, mais moi, dans ma tête, pour réussir et pour gagner cette somme-là d'argent, c'était une croyance limitante que j'avais, il fallait travailler dur. Okay. Donc je m'auto-condamnais à me dire, si je gagne plus de 10 000 euros par mois à 21 ans, c'est normal que je fasse tout ça. Et c'est le minimum. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui travaillent encore plus dur que moi et qui n'ont pas ça. Donc, dans ma tête,
je me disais, Antoine, Charbonne pour mériter. T'es obligé de charbonner pour mériter. Et puis je savais pas comment recruter, je savais pas où trouver des gens, je me disais que ça allait me prendre du temps sur déjà tout ce que j'avais à faire tous les jours. Donc c'était de l'ignorance, et après la croyance limitante de me dire de toute façon personne ne pourra faire aussi bien que moi, les appels de vente c'est impossible que ça se délègue. Ma mère elle me disait ça tout le temps. Antoine, les appels de vente, franchement, t'es trop fort sur ça, il faut que tu le gardes, tu pourras jamais le déléguer. En fait, c'était faux. Aujourd'hui, c'est tout délégué, tout systématisé. C'est des croyances limitantes, et souvent, c'est nos proches qui nous les imposent sur nous. Ouais, complètement. Donc, tu anticipes ma question. Aujourd'hui, tu as structuré ton business, tu as délégué, tu as une équipe autour de toi ? Ouais. Okay. Tout est délégué, création de contenu. Moi, je m'occupe juste de trouver les idées et de faire les scripts. Okay. Après, edit, post, interaction avec l'audience, c'est délégué. Tout ce qui est setting, c'est délégué aussi. Tout ce qui est closing, c'est délégué. Coaching, suivi des clients, c'est délégué. Et puis d'autres tâches opérationnelles, tracking de la data, etc., c'est délégué aussi. Donc tout est systématisé. Et c'est pour ça que j'ai pu me plonger sur une autre opportunité aussi, parce que ça m'a permis de prendre du recul, en fait, de déléguer, et de me rendre compte, ok Antoine, voilà où est-ce que tu en es aujourd'hui, tu as 23 ans, où est-ce que tu te vois dans 10 ans ? C'était pas vraiment un travail que j'avais fait avant, d'avoir une vision comme ça, long terme. J'étais plus dans le day-to-day, ok. Et le fait de prendre ce recul, ça m'a permis de me rendre compte que j'étais pas forcément en train d'escalader la bonne montagne. Et je voulais pas passer les 10 prochaines années à escalader la montagne qui n'était pas la bonne. Donc je me suis dit, le fitness, c'est bien, ça me plaît, j'ai commencé par ça, j'aime le sport, j'aime m'entraîner. Est-ce que véritablement, sur du long terme, c'est quelque chose qui va me nourrir et qui va me satisfaire ? La réponse a été simple, c'était non. Ok. Donc tu as arrêté complètement le développement du business du sport, ou tu l'as laissé de côté, il tourne et puis tu te concentres? Okay. En fait, on a beaucoup de clients en recurring parce que y a des abonnements sous forme mensuelle, etc. Donc ça tourne. Et je suis en train de réfléchir à mettre en place. Je vais pas le marketer directement dans mon contenu, etc. D'accord. Mais je pense mettre en place une upsell ou un service supplémentaire pour les personnes qui rejoignent la formation business, étant donné qu'on a tout qui est déjà installé, pour leur proposer en plus un service de transformation physique. Comme ça allie à la fois l'aspect monétaire et l'aspect se transformer. Ouais, complètement. Puis c'est très lié. Hein. Tu veux être performant dans ton business, sois performant tout court. Vraiment. Autre question rapide, c'est aujourd'hui cette discipline, tu l'as encore, tu travailles toujours autant, tu es toujours autant carré, ou tu l'as progressivement revu, diminué, c'est par phase, comment ça fonctionne? J'ai une période, je pense, où j'ai tiré la corde un peu trop loin. Okay. Et ça m'a apporté une bonne leçon. J'ai compris que c'était aussi important de prendre du recul par rapport au travail, de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour sa vie sociale, parce que j'avais pas vraiment de vie sociale au final quand je suis arrivé à Dubaï, même quand j'étais à Toulouse sur les premières étapes du business, les vlogs que je filme et tout. C'était important de prendre des pauses aussi, et c'est pour ça que cet été par exemple je suis parti en vacances à Bali, donc je prends beaucoup plus de temps pour moi, pour récupérer, pour souffler. Et on en a parlé hier avec Yomi dans le podcast, c'est drôle, mais j'ai plus une philosophie où soit tu es dans un extrême, soit tu es dans l'autre. Ouais. C'est-à-dire 100% in, 100% off. Voilà, 100% boulot, 100% discipline, ou 100% off et tu kiffes ta life à fond et tu penses plus du tout au boulot. Okay. Et je pense que c'est une erreur que beaucoup de gens font. Ils valorisent beaucoup l'équilibre, ils valorisent beaucoup le fait d'arriver à trouver la bonne balance entre le travail, la vie perso, une sorte... Tu vois, mais en fait, ça marche pas à ça, parce que tu peux pas obtenir des résultats hors de la norme en faisant ce que la norme fait. Si tu reproduis exactement ce que tout le monde fait, tu peux pas devenir hors du commun. Donc, maintenant, ma philosophie, elle est très simple. C'est quand je travaille très très dur sur une période de l'année. Et quand je me repose très très fort sur une période de l'année. Ça veut dire faire la fête, ça veut dire voir des filles, ça veut dire toutes ces choses. Ok. Voyager. Ok, je vois. Cette philosophie, tu vois, 100% on, 100% off, je la partage, je la rejoins à 100%. Et figure-toi que même quand on a conscience, et là je parle en connaissance de cause, hein, je parle pour moi, c'est quand même difficile de l'appliquer à 100%, tu vois. Surtout pour la partie off, en fait. Ouais. Parce que là, typiquement, tu vois, j'ai voyagé pendant 1 mois, j'étais en Géorgie tout le mois de juillet, j'ai pas réussi à déconnecter quasi une seule seconde, tu vois. Wow. Et après coup, je le regrette terriblement, pour différentes raisons. Mais c'est dire justement à quel point c'est important parfois de trouver... tu vois, j'allais encore dire le mot équilibre, c'est mauvais. Parce que tu as cette conscience
ou cette inconscience, tu vois, qui vient te tirer et te dire non mais quand même tu dois faire ça et puis ça et puis ça et puis ça. Même quand tout est structuré, même quand tout est délégué, même quand tu sais que tout va bien, t'as quand même envie de te dire mais parce que t'aimes tellement ça finalement et c'est important de déconnecter complètement et de relâcher. Donc ouais, je te rejoins. Qu'est-ce qui fait tu penses que t'arrives pas à déconnecter? C'est l'amour du game. C'est une bonne question, non? C'est une bonne question. C'est que l'ennui. Ok. Tu vois, l'ennui, moi je fais partie de ces personnes où je suis plus stimulé dans le. Je vais pas dire le chaos parce que j'adore quand tout est parfait, quand tout est carré, quand tout est propre, quand tout est aligné. Mais genre, si j'ai rien à faire dans mon agenda, ça commence à me stresser, quoi. Ouais. Genre, qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi je perds mon temps? Non, tu vois. Donc, je vais trouver quelque chose à faire, quelqu'un à appeler, un projet à relancer, à travailler, créer quelque chose. Je peux pas lire un livre, apprendre un truc, me balader, découvrir quelque chose, mais je peux pas rien faire. Ouais. Et du coup, vu que en fait, je travaille pas un seul jour de ma vie, juste je suis passionné par ce que je fais, ça me stimule. Tu vois, le podcast, par exemple, j'ai aucun intérêt économique propre à le faire. Ouais. Tu sais ce que c'est avec Sans Permission, il y a peut-être des intérêts composés autour, mais je veux dire, globalement, c'est vraiment du partage et de l'envie. Mais pourtant, qu'est-ce que j'adore ça, tu vois. Et pour rien au monde, j'arrêterais. Tu vois, le déclic, c'est quand même c'est un passif qui me coûte 75-100 000 euros par an. Tout ça justement pour partager, pour donner envie aux gens de créer des déclics et faire les choses. Mais pour rien au monde, j'ai envie de l'arrêter, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment dans cette dynamique qui fait que j'ai de la peine à déconnecter. C'est une chance d'avoir cette forme d'alignement entre tes goûts, tes passions et ton activité au quotidien. Ouais. Je pense qu'il y a tellement de personnes qui souffrent dans le salariat à travailler pour quelqu'un d'autre. C'est une chance énorme qu'on a d'être libre. Et le seul risque auquel on s'expose, en fait, c'est de se cramer trop tôt, parce qu'on est très jeune. Je sais pas quel âge tu as. 28, on est très jeune. Et je pense qu'il faut qu'on ait une perspective, tu vois, à se dire... Moi, c'est ce qui m'a aidé à décrocher un peu, de me dire, OK, j'ai encore 80 autres années, si je vis plus de 100 ans, pour entreprendre. Donc, il faut aussi apprécier, je pense, le fait d'être jeune. Il y a tellement de choses qu'on peut faire en étant jeune et qu'on pourra plus faire quand on aura plus de 60 ans. Et moi, prendre du recul par rapport à ça, ça m'a aidé un peu à décrocher. Malgré l'amour que j'ai aussi pour mon business. Complètement. Et justement, il y a un point qui était super intéressant dont tu as parlé à un moment donné, c'est que tu t'es mis un challenge, on change complètement de sujet, mais tu t'es mis un challenge de course à pied. Alors qu'à la base, tu n'es pas forcément un féru de course à pied. Non. Et j'avais suivi ça justement, tu en as parlé aussi dans un podcast, tu as fait une vidéo sur ta chaîne où tu es parti dans le désert faire 50 km ou quelque chose comme ça de course à pied. Et alors, ce qui est intéressant, c'est pas forcément le comment et le processus, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est les leçons qu'il y a derrière que ça t'a appris. Est-ce que tu peux nous partager justement les leçons que tu as appris lorsque tu es passé de j'aime pas la course à pied à je vais m'entraîner toutes les semaines pour pouvoir faire une course en plein désert de 50 km? Je savais que ça allait être extrêmement inconfortable parce que j'ai jamais aimé courir. Et je me suis dit que du coup, probablement, c'était une bonne chose de le faire, que ça allait beaucoup m'apporter, que ça allait beaucoup me permettre d'évoluer. Donc, je me suis lancé ce challenge un peu à l'inconnu. Et pendant des semaines et des semaines, du coup, j'ai dû changer mes routines d'entraînement. Et j'ai vraiment beaucoup appris pendant cette course. La plupart des limites qu'on s'impose, elles sont psychologiques en grande partie. Je me suis retrouvé à 2-3 km de l'arrivée avec des crampes, j'arrivais plus à marcher, c'était impossible de continuer et je pensais que j'allais m'arrêter là en fait, à 2 km de l'arrivée. Et c'était tellement une métaphore sur plein de choses dans ma vie, des projets qui n'ont pas abouti, le mec qui rate plusieurs fois son permis de conduire. Tu vois, il y a tellement de craintes comme ça qui reviennent dans ton cerveau où tu te dis en fait je suis le mec qui s'arrête juste avant la fin moi. Et au final, je sais pas, ça a été vraiment un moment spécial parce que j'étais en colère en fait. J'étais en colère contre moi et je me suis dit Antoine, tu peux pas être ce mec-là, c'est pas toi. C'est maintenant que tu dois changer ton identité, c'est maintenant que tu dois devenir une nouvelle personne. Et donc j'ai fait ces 2 derniers kilomètres en boitillant avec des crampes. C'était les 2 kilomètres les plus horribles de ma vie. Mais au final, je suis arrivé au bout et quand je me suis retourné sur les 50 kilomètres que j'avais parcourus, je me suis dit waouh. Toutes les limites qu'on s'impose, elles sont juste dans notre tête. Et juste en sortant de notre zone de confort, on peut découvrir un tout nouveau champ des possibles.
une toute nouvelle réalité. Et il y a tellement de satisfaction à ça. Genre, quand je pense à tous les événements sur lesquels je me retournerai à la fin de ma vie, je pense que les expériences que j'ai vécues intérieurement, avec la souffrance qu'on a au travers du sport, etc., elles seront aussi fortes, voire plus fortes que toutes les expériences extérieures, comme les voyages, les rencontres que tu as pu faire. Ces moments-là, ils sont tellement rares et précieux que moi, ça a complètement changé ma perspective sur les limites qu'on peut tous s'auto-imposer et sur vraiment le champ des possibles. Ouais, complètement. Un autre élément qui change un homme aussi intérieurement, sans vouloir avoir d'idéaux politiques ou religieux ou autres, peu importe, je sais que tu es un homme de foi. Ouais. La foi, c'est quelque chose qui est très important pour toi, qui prend une place dans ta vie. T'en parles notamment dans tes vlogs, etc. Qu'est-ce que, au fur et à mesure du temps, et notamment pour tenir dans ces difficultés, toutes ces années, au fur et à mesure du temps où tu te dis, je crois, il y a la lumière au bout du tunnel, même si le tunnel il est quand même long et compliqué. Qu'est-ce que la foi, la religion t'a apporté dans ta vie ? J'ai envie de dire que ça m'a tout apporté. Et je le pense véritablement. J'ai commencé, tu sais, cette transition dont on a parlé, ce déclic. Sur la première partie de ma vie, je ne suis pas issu d'une famille religieuse. Donc, je n'ai pas été baptisé quand j'étais petit. Et j'ai commencé à croire en Dieu quand j'étais dans une période de ma vie où j'ai l'impression qu'il n'y avait plus d'espoir et où j'étais seul. Je suis allé dans une église et j'ai trouvé beaucoup de réconfort à prier et à parler à Dieu. Et c'était un sentiment que je n'avais jamais connu auparavant. Donc comme ça me faisait du bien, c'était comme une thérapie pour moi. J'allais tous les dimanches à la messe. Et un dimanche, il y a une homélie sur le fait de se faire baptiser et l'importance du baptême dans la religion. Donc je me suis dit à 18 ans que c'était temps pour moi de me faire baptiser. Donc j'ai pris des cours et au bout d'un an et demi, je me suis fait baptiser à la Pâque. Et ça m'a énormément apporté parce que j'ai pris conscience que tout dépendait pas de moi, que j'étais pas seul. La foi, en fait, c'est vraiment... Il faut le vivre pour pouvoir mettre des mots dessus. Et je respecte toutes les personnes qui sont athées. Mais moi, si je dois juste faire un retour d'expérience, le fait de m'être rapproché de Dieu, d'avoir mis ma vie dans les mains de Dieu et de lui avoir dit « Je te fais confiance, peu importe ce qu'il adviendra dans ma vie, je suivrai le cours que tu as choisi pour moi », ça m'a donné une force énorme. Énorme. Et c'est ça aujourd'hui aussi qui me permet d'avoir cette foi dans le processus. Quand j'emploie le mot foi dans le processus, que ça soit pour aller à la salle de sport ou pour construire un business, j'emploie pas le mot par hasard. C'est que j'ai foi en quelque chose de plus fort que moi. Je crois pas juste en mes capacités, je crois en la justice de Dieu. Et je sais que si je fais les actions nécessaires, Dieu me récompensera. Et ça, on peut pas le cacher. Quand il est 22h le soir, qu'on est fatigué, qu'on a envie de dormir, qu'on a envie d'aller au lit, mais qu'on fait cet effort supplémentaire pour avancer vers nos objectifs, ça, Dieu, il le voit, il en a conscience. Et pareil, quand on fait demi-tour et que face à la première difficulté, on choisit de s'allonger et regarder une série Netflix ou peu importe, ça aussi, Dieu, il le voit. Et je suis convaincu que Dieu récompense les justes, il récompense ses soldats les plus forts. Et moi, ça m'apporte beaucoup de force d'avoir cette croyance et cette philosophie-là. Ça te permet de garder une certaine ligne de conduite aussi, finalement, peut-être. Ouais. Ok. Ouais, exactement. Dans mon business, dans plein de choses, ça m'apporte des valeurs qui sont justes. Et j'avais eu un débat d'ailleurs avec Oussama sur ça, parce que lui, il était très critique de la religion catholique vis-à-vis de l'histoire, les scandales de pédophilie, les crimes qui ont été commis. Et en fait, c'est omettre le sens même de la religion, parce qu'il l'apprend comme si c'était purement un livre, comme si c'était que théorique. Mais la religion, c'est avant tout un ressenti. Peu importe en quoi on croit, ce qui est important, c'est pas ce qui a marqué dans le bouquin ou c'est pas ce qui a été fait dans l'histoire passée. Ce qui est important, c'est ce que notre foi nous apporte et en quoi elle nous transforme. En quoi les valeurs qu'elle nous transmet permet nous d'être un meilleur humain, nous permet d'être plus heureux. C'est ça, fondamentalement, je pense, la force de la religion et de la foi, et moi, c'est ce que ça m'a apporté.
Ouais, fondamentalement, ce que tu exprimes, c'est que peu importe en qui on croit ou en quoi on croit, Ouais. c'est ce que derrière ça t'apporte Exactement. qui compte et qui te permet d'évoluer. Ouais, je vois exactement, je te rejoins. Quand tu dis peu importe si c'est positif ou négatif, je remets entre les mains de Dieu mon avenir ou en tout cas ce qui va arriver. Est-ce que c'est pas une façon différente en fait de faire preuve de stoïcisme ou en tout cas de se guider vers le stoïcisme? Est-ce que c'est un concept que tu appliques au quotidien aussi, le stoïcisme? J'ai été confronté à des citations qui m'ont particulièrement marqué stoïque. Après, je pourrais pas dire que j'ai vraiment creusé cette philosophie de vie-là. Mais je sais qu'il y a beaucoup de concepts et au final de sagesse philosophique qui se recroisent dans tout un tas de religions. Et ouais, le stoïcisme, le fait d'identifier ce qui est en notre contrôle et d'ignorer tout le reste, c'est quelque chose qui me parle beaucoup aussi. Complètement. Aujourd'hui, tu as 23 ans, c'est ça? Ouais. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire, celles et ceux qui nous écoutent, et moi également, que pour un jeune homme de 23 ans, tu es quand même plutôt mature, tu as la tête sur les épaules, de par tes résultats, de par ta personnalité, de par ton courage, de par tes propos ici, de par aussi ta présence, ta prestance en général, ne serait-ce que sur Sans Permission ou ici sur ce plateau. Et tout ça, c'est aussi grâce au développement personnel. Ouais. On en parlait tout à l'heure, justement, tu me disais, le fait d'avoir rejoint Sans Permission, ça m'a énormément développé personnellement. Ouais. Moi, je me souviens de ce jour-là, on était ensemble à Abu Dhabi, novembre 2022, et il y a une story d'Yomi, justement, et il met un sondage, un formulaire, enfin peu importe, et il cherche quelqu'un justement pour co-animer. Et à ce moment-là, tu coaches justement Yomi, et on en parle tous les deux, on n'était pas que tous les deux, mais on en parle ensemble, etc. Et moi, je te dis, mais opportunité de dingue, vas-y, fais-le, ça peut être juste extraordinaire, parle-lui-en, parlez-en, c'est génial. Déjà, le premier point, c'est, selon toi, qu'est-ce qui fait que, parce que clairement, en termes d'opportunité, en termes de timing, ça a changé aussi beaucoup de choses, pas que d'un point de vue business ou visibilité, mais aussi même personnellement, on en parlera dans quelques instants, mais qu'est-ce qui fait que tu as été choisi toi plutôt qu'un autre? Et après, j'ai une autre question pour toi. Alors, j'ai posé la question à Yomi. Okay. Je lui ai dit, pourquoi est-ce que tu m'as choisi à moi? C'est pas moi qui fais les plus gros chiffres avec mon business. Qu'est-ce qui t'a plu, en fait? Et sa réponse, elle a été toute simple. C'est que on avait fait ce processus de transformation physique ensemble où je l'avais accompagné, je pense, pendant 3 mois. Et on a vraiment noué une amitié pendant cette période-là. C'était plus juste du coaching, c'était on échangeait, on discutait sur nos vies. Et tous les deux, ça nous faisait du bien de parler comme ça de nos vies. Et en fait, il m'a dit, ce que j'ai remarqué avec toi, c'est que tu poses des questions. Tu aimes t'intéresser aux gens. Et c'est ça qu'il nous faut dans le podcast. On a besoin de quelqu'un qui est curieux naturellement et qui recherche à vraiment creuser l'arrière des pensées, qui pousse les gens à s'exprimer. Et donc je pense que c'est particulièrement ça qui l'a plu dans mon profil. En plus, je pense que c'est le fait qu'on avait cette petite amitié qui était naissante, qui aide forcément quand on doit avoir des interactions. Pour le boulot, c'est plus simple de bien s'entendre. Donc voilà, je pense que c'est ces deux critères réunis qui ont fait que... Et après, je créais du contenu aussi un petit peu. J'avais 100 000 abonnés sur Insta à l'époque. Donc peut-être qu'il s'est dit, il a déjà créé du contenu, il a une petite audience. En même temps, il aime bien s'intéresser aux gens. Ça peut être un bon élément, on peut tester. Complètement. Intéressant. Je pense que c'est ça. Ouais, je pense aussi. Et puis, il y a aussi un fait, c'est que, avant qu'on aille plus loin dans le sujet, c'est que certes, tu coachais Yomi, mais avant de coacher Yomi, tu coachais aussi Iman Gadzhi. Ouais. Je veux dire, tant Yomi que Iman Gadzhi, on parle de deux mastodontes de leur marché respectif aujourd'hui, dans le Make Money Online, mais sur deux industries complètement différentes et deux marchés complètement différents. C'est pas n'importe qui. Comment un petit coach sportif de Toulouse, Erreur 404, pour reprendre tes propos, qui est à Dubaï depuis 1 an et demi, devient le coach sportif de, non pas un, mais deux des plus gros mastodontes de leur marché. Donc Iman Gadzhi, c'est un des plus gros infopreneurs sur le marché américain, international, qui a une réussite juste hors du commun. Et Yomi, je pense qu'il n'y a pas besoin de le présenter. Mais
Comment c'est arrivé? Tu t'es dit, j'ose, j'y vais, je pose des questions, je crée des... Parce que la plupart des gens, tu sais, ils sont comme paralysés, ne serait-ce que quand ils voient quelqu'un qu'ils connaissent ou autre, ou même ne serait-ce que pour leur écrire un DM. Tu vois, par exemple, tu évoquais tout à l'heure le fait que tu vois une vidéo qui a 37 vues sur YouTube, créer une boîte à Dubaï, tu lui écris un message, 24 heures plus tard, 48 heures plus tard, 72 heures plus tard, tu es là et tu as ta boîte. Il y a peu de gens justement qui osent passer cette barrière de l'audace, du courage et du contact. En fait, ce qui est fort, c'est que j'avais cette croyance que j'étais quelqu'un d'introverti et que c'était pas moi le mec qui irait aborder les gens parce que c'est pas dans ma nature, j'ai pas le courage de le faire, je suis quelqu'un de timide. Et ce qui est drôle, c'est que ces croyances, on peut les bafouer en l'espace d'une seconde. Comme quand on choisit, tu vois, de faire un saut dans le vide, un saut à l'élastique ou un saut dans l'eau, voilà, en parachute par exemple, on a l'opportunité de, tu vois, de faire ce switch où, mais j'y vais quand même. Et le rapport que tu as à toi-même et l'image que tu as de toi-même peut radicalement changer en l'espace d'une seconde. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Quand je suis arrivé à Dubaï, j'ai toujours été très introverti dans ma vie, très timide. Je suis tombé sur Iman Gadi à la salle de sport complètement par hasard, donc il y a un facteur chance, je pense, à prendre en compte. Je suis tombé sur Iman Gadi, je l'ai vu et je me suis dit, après tout, ça fait 2-3 semaines que je suis là, je suis seul. Tant que j'aille à lui parler, hein, ça va rien me coûter. Dans le pire des cas, je serais le même mec, mais juste avec un rejet en plus. Et du coup, j'y suis allé, je lui ai dit « Salut, c'est pas toi qui fais des vidéos sur YouTube ?» Et à l'époque, j'avais de la chance parce qu'il était pas très connu. Il devait peut-être avoir, pas très connu, il devait peut-être avoir 100 000 abonnés sur YouTube, quelque chose comme ça. C'est vraiment après qu'il a eu cette exponentielle. Et du coup, on a échangé et j'ai très vite compris comment est-ce que j'allais pouvoir lui apporter de la valeur. J'ai compris que si on veut créer des relations, il faut absolument faire passer les intérêts de la personne qu'on a en face avant les nôtres. Et donc tout de suite, j'ai compris qu'Iman, lui, il souhaitait progresser sur le plan sportif, qu'il avait des objectifs, qu'il voulait apprendre des choses, etc. Et donc je lui ai proposé de l'aider totalement gratuitement à atteindre ces objectifs-là. Et donc ça a été mon moyen pour moi de créer un petit contact avec lui, mais sans arrière-pensée derrière. C'est-à-dire que je pense que les êtres humains sont très bons à sentir les intentions. Et si tu vas vers quelqu'un en espérant avoir quelque chose en retour, les gens le sentent. Les gens le sentent fondamentalement. Et donc moi, j'y suis juste allé avec l'état d'esprit, si je suis autour de mecs comme ça, il y a de fortes chances pour que ça maximise mon potentiel et pour que, juste à leur parler, j'y trouve mon compte aussi. Donc, petit à petit, avec Iman, on est pareil, créé une relation amicale. On s'entraînait peut-être 3 fois par semaine ensemble pendant 3 mois. On a fait pas mal d'activités ensemble aussi. Et du coup, un jour, il m'a dit, il faut que je te présente un ami à moi, peut-être que tu le connais, il s'appelle Yomi. Et donc, on a fait un entraînement avec Yomi. Pareil, le courant est bien passé. Yomi voulait aussi atteindre des objectifs, donc je me suis proposé de l'aider gratuitement. Et c'est un truc qui est hyper important de chercher à donner un maximum de valeur, je pense, à quelqu'un gratuitement. Tu sais, c'est le même principe qu'en marketing, mais je ne l'avais pas théorisé, je l'ai théorisé que très récemment, parce qu'on me pose souvent la question « Comment t'as fait, Antoine ?» Et je pense que si tu donnes, sans rien attendre en retour, il y a un moment où les gens se sentent redevables. Ouais. Il y a une dette de réciprocité. Il y a une dette de réciprocité qui est ancrée en nous, c'est ultra naturel. Et donc de base, par exemple, avec Yomi, on avait dit, le coaching, on va faire potentiellement tel prix et on va associer des pénalités si tu fais pas les choses. Et au final, j'ai fait gratuit aussi. Et je pense que, en fait, je l'ai même pas fait gratuit. Je lui ai dit, Yomi, écoute, moi, ce que je te propose, c'est ça sert à rien sur le plan financier. Voilà, j'ai un business qui est bien, ça va pas faire une grosse différence pour moi. Ce que je te propose, c'est que moi, je t'aide sur le plan fitness, toi, tu m'aides sur le plan business, que ça te paraît juste. Et du coup, à partir de là, Yomi m'a dit OK, et lui m'a apporté de la valeur sous cet angle-là, et moi sous cet angle-là. Ok. Donc, c'est super intéressant parce que finalement, tout découle du moment où tu es dans cette salle. Ouais. Ça fait 3 semaines que tu es à Dubaï. Ouais. Tu te dis, j'ai rien à perdre. Le mec, c'est un infopreneur connu, en pleine ascension, qui parle que anglais. Moi, je viens d'arriver. Au pire, je serais juste un homme avec un rejet de plus. Ouais.
pour reprendre tes propos. Et je trouve ça juste dingue, et je veux appuyer là-dessus, parce que la plupart des gens se trouvent des excuses, alors que finalement, aller à des événements, rencontrer des gens, faites en sorte de maximiser vos probabilités de connexion, parce que le réseau peut littéralement faire gagner des années entières. Et c'est ce qui s'est passé pour toi. C'est ce qui s'est passé pour moi aussi. Tu vois, en décembre 2017, je vais complètement par hasard dans un événement networking. Il y a une personne assez connue qui est présente. Moi, je sais même pas trop qui c'est, etc. J'ose, alors que tout le monde est en adoration et n'ose pas s'adresser à lui. J'ose, résultat, 2 semaines plus tard, je suis dans ses bureaux. Ça devait durer 15 minutes. Ça a duré 6 heures. On s'est associés ensemble. Et puis, sans ça, Alec Henry n'aurait jamais existé, tu vois. Énorme. Et même situation, même concours de circonstances. Et souvent, il y a ça qui se passe. Ouais. Tu vois, il y a plein d'opportunités comme ça, les unes après les autres. Donc, c'est super intéressant. Et justement, pour en revenir à la question initiale aussi, c'est aujourd'hui, après coup, ça fait quoi? Ça fait maintenant presque une année. Ouais. Ça va faire une année dans 2-3 mois là, que du coup tu travailles avec Oussama et Yomi sur Sans Permission et que tu les côtoies quasi quotidiennement, ou en tout cas toutes les semaines pour pouvoir faire les épisodes. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie concrètement et dans ta personne? J'ai énormément appris à leur contact, je pense que ça se voit sur les vidéos, il y a énormément de retours dans les commentaires de personnes qui me disent que j'évolue épisode après épisode et ça me fait super plaisir de voir ça. Donc sur le plan personnel, c'est sûr que ça m'a énormément apporté d'être entouré avec eux. Comme j'ai expliqué tout à l'heure aussi, les standards changent, les niveaux d'exigence changent. Quand on passe 3-4 heures par semaine avec eux, tu te dis que voilà, il faut aller chercher plus haut, que j'ai retenu énormément de leçons, de vie aussi. Il y a tellement de choses. Et après... Si tu devais citer 3 leçons que tu as retenues. 3 leçons que j'ai retenues. Je pense que la première, c'était un des tout premiers épisodes qu'on a eu avec Oussama, où il avait dit un truc du genre on juge l'oppression d'un système à la manière dont il traite les individualités. Et c'était pas un paradigme que j'avais forcément. La deuxième leçon que j'ai retenue, je l'ai vue en application, plus en backstage. La manière dont Yomi structure ses process et son business, la manière dont il... manage ses équipes et la rigueur avec laquelle il le fait, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué aussi. Même Oussama en parle dans un épisode où il dit que voilà, c'est ultra carré, il sait ce qu'il a à faire. Donc ça m'a vraiment marqué. Et la dernière, je pense que c'est il n'y a aucune limite à leurs ambitions. Yomi, il veut devenir milliardaire, il le dit clairement. Oussama, il veut créer une boîte à 1 milliard avec son nouveau projet. Et ils ont peur de rien, en fait. C'est des vainqueurs. Et c'est des mecs comme ça que j'ai envie de m'entourer. Et ça me fait plaisir, tu vois, de pouvoir les côtoyer. Et je sais que leurs croyances, inconsciemment, jouent sur mes croyances, que leurs ambitions jouent sur mes ambitions, que leurs habitudes jouent sur mes habitudes. Et que forcément, tout ça, ça a un impact sur les résultats que j'obtiens dans ma vie. Tu parles d'habitude, justement, pourtant tu es quelqu'un qui était déjà assez discipliné, qui avait déjà des routines, des habitudes. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs habitudes que tu as implémentées sur cette dernière année qui a fait la différence pour toi? Je pense que le fait d'avoir une routine matinale qui est vraiment structurée, c'est important. Ça permet de donner le temps pour la journée, sans pour autant que ça dure des heures et des heures. C'est l'erreur que je faisais un peu avant. Je mettais 1 heure à avoir une routine vraiment cadrée. Au final, tu perds du temps sur le temps de travail que tu pourrais avoir. Mais voilà, avoir quelque chose à faire tous les matins, c'est quelque chose qui m'aide particulièrement. Le sommeil, je me rendais pas compte de l'importance du sommeil quand j'étais dans le jus et que je travaillais des heures et des heures parce que je sentais pas la fatigue. Mais il y a un moment où ça marche plus. Et donc, il faut respecter ces quotas de sommeil. C'est tout bête, hein, mais au final, c'est ce qui marche le mieux. Et ensuite, je dirais prendre quelques minutes le soir pour planifier sa journée du lendemain. Ouais. C'est les 3 habitudes clés qui sont toutes bêtes à mettre en place et toutes simples, mais en fait, ça fait un effet domino terrible sur tout le reste. Ouais. Il suffit de ces 3 choses-là qui sont en place tous les jours pour que je sache que ma journée va bien se passer. Complètement d'accord. Et la troisième, moi, je l'applique depuis le début. Et franchement, c'est une des plus puissantes, voire la plus puissante. Ouais. C'est pour ça, hier soir, je t'envoie le petit message et tout. Je suis en train de planifier. Je dis, demain, le petit podcast. C'est tellement puissant. Ouais. Et déjà, dans ton sommeil, je pense que tu fais un travail sur la journée que tu vas avoir le lendemain. Ok, j'attaque par ça. Le matin, tu te réveilles, tu sais ce que tu as à faire. Il n'y a pas de réflexion où tu es là, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je suis sur quel projet? Non.
ça déroule. Et Mm. du coup, tu gagnes du temps, je pense. Ouais, complètement. J'ai envie ensemble qu'on parle un petit peu plus de développement personnel. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens aujourd'hui auxquels tu t'adresses, notamment avec ce nouveau virage de Make Money Online, où, je le rappelle, tu aides justement les 25... 20-35. Les 20-35 ans. Les 20-35 ans. Pourquoi les 20-35 ans, tiens, d'ailleurs ? C'est l'audience, je pense, qui me suit le plus et qui Ok. me parle le plus. Donc ouais, c'est celle avec laquelle je pense je peux le plus connecter. Après, si quelqu'un de 50 ans veut de l'aide, je vais pas lui dire non, c'est pas pour toi, mon gars, désolé. Mais c'est juste que dans mon message, j'ai besoin de cadrer les choses et de savoir à qui je m'adresse. Donc les 20-35 ans, c'est ma génération, c'est des gens que je peux côtoyer. Donc voilà, je sais que j'ai des atomes crochus avec. Ouais, je rebondis à deux sujets. Premier point, ayez une promesse claire. Ça passe aussi par justement l'identification de l'avatar. Et Ouais. puis deuxième point, tu l'évoques, je vais l'évoquer de manière peut-être plus claire. Ce sont des gens qui vont pouvoir complètement s'identifier à toi parce que ils ont le même parcours ou ils veulent le même parcours. Et ça, l'identification est rien de plus puissant quand tu justement vends une promesse telle que celle-ci. Donc aujourd'hui, tu aides ces gens justement à atteindre une certaine liberté financière, aisance financière, en leur permettant d'aller chercher 10 000 euros par mois ou plus en 90 jours. En tout cas, Ouais. c'est la promesse que tu mets en avant sur tes réseaux. Outre les différentes stratégies qu'on pourrait évoquer ou autres, si on regarde la chose de manière macro, aujourd'hui en 2023, si quelqu'un qui nous écoute ici, qui soit ou pas dans cette cible, mais qui veut lancer une activité ou qui est déjà en plein développement de cette activité, il y en a beaucoup qui nous écoutent qui sont dans cette situation, c'est quoi les best practices selon toi qu'ils doivent absolument mettre en place, absolument faire, étape par étape, pour pouvoir aller chercher des résultats dignes de ce nom ? Ouais, très simple. Premièrement, trouver une niche rentable. Donc ça passe par identifier un marché dans lequel il y a une douleur profonde, dans lequel les gens peuvent s'offrir tes services, qui est facile à cibler et qui est en croissance. Une fois que tu as trouvé un bon marché, le meilleur moyen pour trouver un bon marché, c'est de regarder ce qui marche déjà et de faire pareil. L'erreur numéro 1 que les gens font, c'est commencer à réfléchir à ce qu'ils aiment, quelles sont leurs passions, voilà, comment est-ce qu'ils pourraient monétiser ça, au lieu de regarder déjà où est-ce qu'est la demande et d'essayer de la canaliser. Donc la première chose, c'est de trouver une niche rentable. Si tu te plantes sur cette étape-là, tout le reste du raisonnement peut être juste, tu auras un résultat qui sera faux, comme sur un problème de mathématiques. La deuxième chose, c'est créer une offre irrésistible. Pour créer une offre irrésistible, il y a un très bon livre qui a été écrit par Alex Hormozy sur ça. Tu prends tous les problèmes potentiels de ton client pour l'aider à avoir la transformation qu'il souhaite et tu y associes des solutions. Une fois que tu as fait ça, tu le packages module par module et derrière, tu boostes ton offre en ajoutant des garanties pour renverser le risque. Tu rajoutes de la rareté, de l'urgence et tu trouves un nom stylé à ton offre. Avec ça, tu as le deuxième module où tu crées une offre irrésistible. Troisième étape, tu dois trouver tes premiers clients. Et là, ça bloque souvent. Les gens ne savent pas comment trouver leurs premiers clients. Ce qu'on va chercher à faire dans un premier temps, et ce que j'apprends dans ma formation, c'est différencier les prospects des prospects engagés. Un prospect, c'est quelqu'un que tu peux contacter. Un prospect engagé, c'est quelqu'un qui a un intérêt pour ce que tu vends. Et donc, le meilleur moyen de faire cette différence-là, c'est d'offrir quelque chose gratuitement, un lead magnet, pour que les gens signalent leur intérêt pour ton offre que tu as en back-end. Donc, tu mets en avant sur tes plateformes quelque chose de gratuit pour trouver ton pôle de prospects engagés. Et derrière, tu commences à leur apporter de la valeur, principe de réciprocité dont on a parlé qui s'applique là aussi. Et tu commences à construire une relation de confiance avec eux. Ça peut être par les DM, ça peut être par tout un tas de moyens, le mail, etc., etc. Une fois que tu commences à nourrir une relation avec ces prospects engagés, tu vas leur parler de ton offre payante. Donc pour ça, tu as plusieurs moyens de le faire. Tu peux soit convertir par une page de vente, tu peux soit convertir par webinaire, ou tu peux soit convertir par appel de closing. Le meilleur moyen que j'ai trouvé moi et qui a marché dans mon cas personnel, c'est par appel de closing. C'est là où les taux de conversion sont les plus élevés. Généralement, c'est 30%. En webinaire, c'est plus du 10%. Sur une page de vente, c'est plus du 2%. Donc par appel de vente, tout simplement, sous une consultation de 45 minutes, tu aides la personne à, au travers d'une série de questions, lui faire prendre conscience de sa situation actuelle, lui faire prendre conscience de sa situation désirée, creuser un gap entre les deux et répondre à ce gap avec ton offre irrésistible que tu as préparée au préalable. Les gens, normalement, si tu as fait tout le travail correctement, rejoignent ton programme. Si tu as une offre high ticket, c'est-à-dire à plus de 1 000 euros, tu as besoin de trouver que 10 clients par mois pour avoir un business qui fait plus de 10 000 euros par mois. 10 clients par mois, c'est quoi ? C'est 2-3 clients par semaine. C'est beaucoup plus facile que d'avoir une offre à 10 ou 100 euros et de devoir la vendre à 10 ou 100 fois plus de personnes. Ouais, complètement.
Donc voilà, moi c'est le process que j'apprends à mes clients. Pour l'instant, j'ai accompagné 5 personnes seulement parce que je voulais être sûr que ça fonctionne. J'ai aidé mon petit frère aussi à lancer un business avec ce modèle-là. Il a dépassé la barre des 10K. J'ai une personne sur les 6, pour être totalement transparent, qui a dépassé la barre des 10K en moins de 90 jours. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai baissé ma promesse. Ok. Et aujourd'hui, c'est passer la barre des 5 000 euros par mois en 90 jours. Ok. Je suis convaincu que c'est possible de passer la barre des 10K, mais ça prendra plus de temps. Parce qu'en fait, il y a un gros panel de compétences à maîtriser en peu de temps. La création d'une offre, apprendre à créer du contenu aussi, parce que moi, je leur apprends à créer du contenu pour nourrir leur audience, faire du setting, du closing, délivrer son offre. Donc, ça fait beaucoup de choses. Et à moins d'être dans une niche où on peut vendre quelque chose à plus de 3 000 euros, c'est difficile de passer la barre des 10K en moins de 90 jours. Donc j'ai baissé mon offre et pour être sûr de tenir ma promesse, j'ai dit 5 000 euros par mois en moins de 90 jours et ce sera celle que je vais garder. Ouais. On va y revenir, mais là tu me tends une perche que j'ai envie de saisir, vu qu'il est là en plus. Ouais. Ça fait quoi de pouvoir transformer la vie des membres de sa famille, de ceux qu'on aime? C'est la plus grosse satisfaction, de loin. J'ai eu cette question l'autre jour en story sur Instagram. C'est quoi la plus grosse satisfaction que tu tires d'avoir créé un business? Ouais. Et c'est ça. C'est d'avoir véritablement un impact sur tous les plans, que ce soit financier, Mindset, mental. cognitif, peu importe les compétences, etc., sur les membres de ma famille et les aider eux aussi à voir que c'est possible et à avoir une forme de liberté. C'est drôle parce que quand je me suis lancé, mon père m'a sorti toutes les excuses pour lesquelles mon business n'allait pas fonctionner. Les formations en ligne, ça marche pas. Tu t'es fait arnaquer ton argent. Tu vas tout perdre. Pourquoi tu veux pas aller à l'armée? C'est une voie sûre, etc. Et aujourd'hui, il veut absolument faire comme moi. Et tu vois, il y a une forme de satisfaction à savoir que j'ai réussi quand même à changer les croyances de mon père. Paradigme, ouais. Le paradigme de mon père vis-à-vis de ce qu'il était possible, vis-à-vis des sommes d'argent qu'on peut gagner en étant jeune ou moins jeune. Et ouais, impacter ma famille, c'est la plus grosse source de satisfaction, je pense, que j'aurai à la fin de ma vie quand je me retournerai. Ouais, je comprends. C'est super intéressant et justement, j'ai envie de rebondir sur un point. Aujourd'hui, toutes les stratégies que tu as évoquées, il y a deux choses. La première, elles fonctionnent. C'est des stratégies qui sont quasi intemporelles. Que, tu vois, aujourd'hui, je ne m'adresse plus aux gens qui lancent des business, mais de 2017, plutôt de 2018 à 2021, c'était mon quotidien. Et c'était mon quotidien d'enseigner ce type de stratégie, plus ou moins sophistiquée, avec plus ou moins les stratégies qui fonctionnaient à ce moment-là. Donc, je confirme, ça marche. Et je t'encourage à le faire. Maintenant, il y a aussi un autre point, c'est que la plupart des gens les connaissent. Et pourtant, ils n'ont pas encore les résultats. Et c'est pour ça que d'ailleurs, ils vont avoir besoin de se faire accompagner par des gens comme toi ou d'autres écosystèmes. Là où je veux en venir, c'est, tu évoques, et merci de faire preuve de transparence, qu'actuellement, tu as accompagné 6 personnes. Ouais. Dans ces 6 personnes, il n'y en a qu'une seule qui a atteint la promesse initiale, qui est des 10 000 euros par mois en 90 jours. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pour les 5 autres personnes? Alors, il y en a 4 qui vivent à temps plein de leur activité. Donc au final, ça fait un taux de réussite de 5 sur 6. C'est-à-dire qu'il y en a 4 qui ont un salaire plus élevé que ce qu'ils avaient avant le début de la formation. Donc c'est quand même une victoire positive. C'est juste qu'ils n'ont pas réussi à dépasser la barre des 10K. Ouais. Et il y en a un, on s'est planté sur la première phase. Et c'est pour ça que j'ai vraiment insisté dans l'explication. Le fait de trouver une niche rentable, en fait, c'était un étudiant à moi qui avait gagné beaucoup de concours de mémorisation quand il était plus jeune. Et il était très attaché à son idée de business, d'aider des gens à améliorer leurs capacités cognitives et de mémorisation. Et on a fait la checklist douleur massive, pouvoir d'achat, facile à cibler. Est-ce que tout ça, ça rentre en compte? Et lui, il était convaincu que oui. Donc, je lui dis, OK, on lance, on part, on voit ce que ça donne, on teste. On a sondé l'audience et c'est vrai que c'était difficile. Les gens mordaient pas trop à l'hameçon. Et en fait, après 90 jours, on s'est bien rendu compte, il a passé des appels de vente, etc., que les gens voyaient pas la valeur véritablement dans le fait d'améliorer leur mémoire. Et on s'est planté tout simplement dans le choix de l'idée de business. Et du coup, aujourd'hui, il est juste reparti à zéro. Il a une nouvelle idée de business. Il va aider des boutiques Etsy à développer leur chiffre d'affaires parce qu'il avait aussi un business là-dedans. Et là, pour le coup, il y a beaucoup plus de traction au niveau de son offre. Il a commencé à faire ses premiers appels de vente. Donc, ça va aller beaucoup plus vite pour lui. Mais c'est pour ça que j'insiste sur le fait de trouver une bonne niche. Ouais.
Et les autres, pour l'instant, ils ont remplacé leur salaire, donc ça marche bien. Et je pense qu'ils vont très rapidement dépasser la barre des 10K par mois, mais ça prendra juste plus de temps. Ok. Moi, j'adore toujours justement essayer d'analyser, creuser là où ça n'a pas marché plutôt que là où ça a marché. Parce que la plupart des... Enfin, on trouve aujourd'hui sur Internet comment faire en sorte que ça marche. Même ChatGPT peut t'aider à lancer un business aujourd'hui. Là, j'ai une question intéressante par rapport justement à cet élève qui était sur la mémorisation. Sans forcément citer son nom parce que tu vas tout de suite comprendre de qui je parle. On connaît tous les deux un ami très proche qui travaille avec quelqu'un qui est dans la niche de la mémorisation, du mind mapping et de la lecture rapide, qui pourtant ça marche très 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 bien pour lui. Et pourtant pour ton élève ça n'a pas forcément fonctionné. Comment est-ce qu'on identifie, pour celles et ceux qui nous écoutent, quand en fait c'est pas forcément qu'une problématique de niche et de marché, ça peut l'être, mais quand c'est pas qu'une problématique de niche et de marché, mais c'est aussi une problématique de packaging. Je te donne un autre exemple concret. Tu vas aller sur Vistaprint, ils vont te vendre des mugs et des t-shirts personnalisés. Tu vas aller chez Kimono, ils vont être des culture designers et vraiment réussir à te packager le truc, de te dire ce mug, ce t-shirt, ça vient ancrer ta culture, ça vient permettre à tes collaborateurs d'être encore plus engagés dans ce que tu fais au quotidien. Le package est différent, le produit est le même, fondamentalement. Le prix est différent parce que le package est le même, donc la valeur perçue l'est différente aussi. Et du coup, tu vas y mettre plus d'intensité, plus d'énergie. Comment on arrive à doser justement ce truc quand on démarre ? Ouais, c'est vrai que tu touches un point qui est très important, c'est la question du positionnement, de la promesse que tu choisis d'adapter pour faire en sorte que ça fitte vraiment avec le marché. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut tester et qu'il ne faut pas s'entêter à tout prix. En fait, c'est l'erreur que j'ai remarquée avec cet élève-là en question, c'est qu'il était super attaché à son idée et des fois, il faut juste se dire que la niche n'est pas bonne ou alors que tu sais, des fois, c'est tout bête, mais c'est ton visage qui va bien matcher avec ta promesse et au contraire, ton visage qui va pas matcher avec ta promesse ou alors tous les crédits que tu peux avoir vis-à-vis de la promesse que tu proposes qui vont permettre d'avoir une traction plus importante que quelqu'un qui n'a pas forcément ces crédits-là. Donc, c'est tout un tas de facteurs, en fait, qu'il faut prendre en compte. Mais en l'occurrence, le positionnement est très important et l'axe qu'on donne à notre promesse va avoir un rôle à jouer. Je veux rebondir aussi sur un point, c'est la discipline, parce que discipline / comment dirais-je, persévérance plutôt. Là, tu évoques le fait que justement ton élève, ton étudiant, il était trop obstiné dans son cadre. Comment on fait pour distinguer et dissocier la persévérance de l'obstination? Parce que l'obstination, tu vois, pour moi, c'est cette mouche ou ce moustique qui va constamment taper sur la vitre jusqu'à tomber au sol et puis suffoquer. La discipline et puis la persévérance, c'est celui qui va creuser jusqu'à trouver la mine de diamants. Ce qui a été ton cas. Où est la limite? La barrière, elle est très fine et elle n'est pas facile à trouver. Je pense que moi, ma théorie, c'est qu'après 3 mois, si tu n'as pas de résultats et que tu as fait les actions nécessaires pour avoir les résultats, c'est que probablement l'opportunité que tu poursuis, c'est pas la bonne. 3 mois, c'est le bon test parce que après 3 mois, tu as une transformation physique. Après 3 mois, tu as largement moyen d'avoir fait ta première vente. Après 3 mois, si tu ne te mens pas à toi-même et que tu as vraiment fait les choses, normalement, il y a des choses qui se passent et qui te font comprendre que tu es sur la bonne voie ou pas sur la bonne voie. Il y a un point qui est extrêmement intéressant, c'est que tu évoques le fait qu'après 3 mois, peut-être l'opportunité n'est pas la bonne. Je rajouterais, n'est peut-être pas la bonne pour toi. Et tu l'as évoqué directement, mais c'est totalement vrai. Typiquement, je te donne un exemple concret. Il y a des gens dans des business liés à l'industrie du sport, ils vont réussir très rapidement à faire 50 000, 100 000, 200 000, voire plus euros de chiffre d'affaires par mois. Et d'autres qui vont galérer pendant 4 ans et pas réussir à avoir plus de 5 clients à la fois. Et dans toutes les industries, c'est pareil. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que des fois, le problème ne vient pas forcément de l'industrie, il vient justement de tous les éléments en amont qui doivent être validés et alignés pour faire en sorte que ça fonctionne. Et j'aime croire qu'avec je sais pas si la croyance est vraie, mais c'est une croyance qui me sert, donc j'aime la garder. J'aime croire que les événements qui vont permettre de réussir dans un domaine, ils sont à 100% en ton contrôle. Donc imaginons quelqu'un qui s'engage dans la niche du fitness et qui n'est pas bon immédiatement parce que techniquement il n'a pas la tête de l'emploi ou toute autre raison.
avec suffisamment de pratique, s'il met les choses en place durant 3 mois, je pense qu'il peut réussir à avoir des résultats exceptionnels. Ça peut prendre plus de temps pour lui, mais j'aime l'idée de croire que si tu fais les efforts, tu seras récompensé, même si initialement, t'es une anomalie et c'est pas fait pour toi. Tu penses que tu as cet exemple, justement? Ouais, en partie. Enfin, Ok. c'est une croyance qui m'a servi dans mon parcours. D'accord. Le fait de pouvoir me dire que voilà, normalement, je suis pas censé être là et pourtant j'y suis parce que j'ai continué à mettre en place les actions sans voir les résultats immédiatement. Ouais. Moi, j'ai vraiment envie qu'on comprenne au travers aussi de cet épisode qu'est-ce qui te faisait tenir, tu vois. Parce que ça, c'est hyper important de le souligner. La plupart des gens, justement, ne sont pas assez, je sais pas si on peut dire persévérants ou courageux, ou peu importe le terme, approprié ou non de la chose, mais il y a quand même un moment donné où cette réussite que tu es en train d'avoir, cette ascension sociale, entrepreneuriale que tu es en train d'avoir au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des années, sur ces 3 dernières années, c'est quand même, la plupart des gens qui nous écoutent ont envie de l'avoir et mettent en place d'actions pour, mais ne l'ont pas, et peut-être malheureusement, ne l'auront jamais parce qu'ils ne sont pas prêts à travailler suffisamment dur, suffisamment longtemps pour pouvoir la mériter. Ouais. Ou il y a aussi ce phénomène de chance. Mais pour moi, la chance, je veux dire, on pourrait dire que tu as eu de la chance de croiser Eman. Mais à un moment donné, tu étais quand même à Dubaï, tu avais quand même mis en place beaucoup d'actions, tu avais travaillé sur toi pour pouvoir oser. Donc c'est de la chance, mais pas que. Ouais. Tu vois, ça se trouve, tu l'aurais croisé au Waitrose ou ailleurs, tu vois. Ouais. Donc c'est quand même important. Je veux dire, des gens, on en croise tout le temps, partout. Donc ouais, ça peut être intéressant de développer ce concept. Ouais, je pense que ce qui a fait la différence pour moi, et si ça peut aider d'autres personnes qui nous regardent, je serais ravi, c'est tout bête, mais c'est l'image qu'on a de soi-même qui va conditionner la plupart des résultats qu'on obtient. C'est-à-dire que le premier travail à faire avant de chercher à être plus discipliné dans ses habitudes, c'est déjà modifier les croyances qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes. Il y a un super livre qui a été écrit par Maxwell Mott qui s'appelle Psycho-Cybernetics, et il t'explique que ton cerveau, c'est comme un mécanisme qui fonctionne en automatique. Ton inconscient, il agit de manière automatique pour te diriger ou pas vers tes objectifs. Et cette force qui va te diriger ou pas, elle est largement conditionnée par ton inconscient. Et tout ce que tu as interné depuis petit, par ton éducation, par là où tu es allé à l'école, par tout un tas de choses qui ont conditionné l'image à la fois que tu as de toi-même et l'image que tu as du monde. La vérité, c'est que la plupart des gens se retrouvent dans un schéma où ils vont avoir des résultats pendant une petite période, ils vont faire les actions nécessaires, ils vont commencer à aller à la salle de sport, avoir des résultats, à perdre du poids, ils vont commencer à lancer leur business et avoir les premiers signes de réussite, et puis, on ne sait pas pourquoi, mais ils vont s'auto-saboter et ils vont revenir à l'état dans lequel ils étaient avant. Ils vont recommencer à manger de la merde, ils vont arrêter d'aller à la salle de sport. Et ça, c'est pas un problème de discipline, c'est un problème d'image de soi. Et c'était quelque chose que j'ai vécu et qui m'a longtemps frustré. J'ai l'impression que la discipline, c'était cette chose inaccessible que seule une infime partie de la population arrive à maîtriser. Mais en fait, le vrai problème, c'est pas l'action. Le vrai problème, c'est les croyances qui nous permettent de faire les actions, qui vont nous permettre d'obtenir les résultats. Parce qu'après, une fois qu'on obtient les résultats, on renforce des bonnes croyances et ça crée un cercle vertueux. Ouais. Et tu changes d'identité. Et tu changes l'identité de la personne. Donc le premier travail à faire, c'est de travailler sur l'image qu'on a de nous-mêmes. Et ça peut être fait au travers des affirmations positives. Tu vois, j'en avais pas forcément conscience, mais en parlant avec Yomi, je sais que lui, ça l'a énormément aidé de construire des croyances positives vis-à-vis de lui-même grâce aux affirmations. Il y a plein de choses qui peuvent nous aider à reprogrammer notre inconscient, l'image qu'on a de nous-mêmes, pour qu'on se sente en capacité de mériter les résultats qu'on souhaite et donc d'être la personne qui fait les actions pour les obtenir. Et ça nous permet de sortir de ce schéma où constamment on obtient des résultats et puis on s'auto-sabote. Et il y a cette espèce de force obscure qui nous empêche d'atteindre notre plein potentiel. Et on ne comprend pas ce que c'est, on ne comprend pas d'où ça vient, mais ça nous bloque, c'est là. Et en fait, c'est dans notre tête. C'est inconscient. Si tu as réussi à faire les efforts pendant 2 semaines, tu peux faire les efforts pendant 2 semaines de plus. Si seulement tu travailles sur tes croyances limitantes et tes croyances profondes et l'image que tu as de toi-même. Ouais. Et à partir du moment où tu te sens capable et où tu sais que le succès, c'est quelque chose que tu mérites, et ben là, c'est plus facile d'être discipliné. Ouais.
Complètement. Et ce que tu évoques justement, ce schéma de action, résultat, croyance renforcée qui vient changer une identité pardon, et une perception de soi au global, déjà il faut comprendre que c'est un cycle continu qu'on ne peut maîtriser, qu'on ne peut arrêter, qui est inconscient et qui est très difficile de rationaliser, Ouais. et qui plus est malheureusement parfois encore plus puissant quand il est du côté néfaste, du côté obscur. Ouais. C'est-à-dire que ça va prendre beaucoup de temps à renforcer une croyance que tu peux justement te dépasser, être meilleur, avoir un meilleur niveau de vie, un meilleur niveau de revenu, être une meilleure personne, être plus aligné avec tes valeurs, etc., 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 puis avoir des résultats et autres. Mais par contre, ça peut aller très, 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 très vite de dégringoler. Et moi, je l'ai vu à de nombreuses reprises, notamment ce schéma où tu as des personnes qui vont gagner beaucoup d'argent, qui ensuite vont tout perdre, et vont peut-être malheureusement faire les mauvaises décisions parce que pression, parce que tu prends jamais les bonnes décisions quand tu dois les prendre très rapidement et de manière spontanée, irrationnelle, etc. Et qui fait que 1, 2 ou 3 mauvaises décisions successives qui mènent à l'échec d'un projet, et même si la personne n'est pas complètement bankrupt, peu importe, ils vont passer d'un schéma où tout leur réussit et ils se considèrent comme quelqu'un de successful qui va pouvoir avancer, exploser tout, comme quelqu'un qui échoue absolument tout. Et ils vont comme mettre des œillères sur tout ce qui s'est passé sur les années précédentes et qui ont fait la personne qu'ils sont aujourd'hui. Et ça, c'est hyper important de le marteler, de le mettre en évidence, parce que ça peut arriver à tout le monde. Et ça peut aller dans un sens, comme tu l'as dit, comme dans l'autre. Ouais. Et c'est important d'en avoir conscience parce que tout le reste de notre vie va être conditionné par ces croyances-là et par l'identité, l'image qu'on a de nous-mêmes. Ouais. Donc, en fait, c'est hyper important de dire que ça peut très bien aller dans un sens comme ça peut très bien aller dans un autre et que voilà, tout se renforce avec les résultats qu'on obtient. Complètement. Il y a un point aussi, c'est que on parle beaucoup de discipline, on parle beaucoup d'habitudes, tu en parles beaucoup, ça fait partie de ton quotidien, ça fait partie du mien aussi. Et dans les habitudes, tu as souvent le truc de, par exemple, la douche froide, planifier ta journée pour le lendemain, le nofap, bien manger, etc. Est-ce que toi, tu as des habitudes comme ça que tu as vu vraiment spécifiquement faire la différence pour toi dans ta vie, dans ton quotidien, et tu te dirais, ok, si j'ai 3 à 5 habitudes à partager aujourd'hui et à surtout ne pas supprimer aujourd'hui dans ma vie, c'est lesquelles ? C'est drôle parce que j'ai consommé énormément de contenu sur ça et j'ai testé énormément de choses. Et c'est que tout récemment que je suis tombé sur une étude qui explique les 3 choses qu'ont en commun les personnes qui ont le plus de succès dans le monde. Et c'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le fait de se lever tôt, le fait de prendre des douches froides. J'étais assez déçu de tomber sur cette information parce que je pensais que c'était ça. En fait, il y a que 3 choses que les personnes qui ont le plus de succès ont en commun. La première, c'est l'impression de jamais être à la hauteur. C'est-à-dire cette peur de l'échec constant et cette peur, tu vois, d'échouer et de tout perdre. C'est la première chose qu'ils ont en commun. La deuxième chose qu'ils ont en commun, c'est un sentiment de supériorité, un complexe de supériorité. C'est-à-dire, inconsciemment, je sais que je suis meilleur que les autres et que je mérite plus que les autres. C'est la deuxième chose qu'ils ont en commun. Et la troisième chose qu'ils ont en commun, c'est l'impulse control, c'est-à-dire le fait de pouvoir contrôler leurs impulsions. Donc en fait, ils ont à la fois cette étoile qui les porte, où ils savent qu'ils méritent mieux que tout le monde, et qu'ils sont meilleurs que les autres. Ils ont à la fois cette peur de l'échec et de jamais être à la hauteur qui les pousse vers là où ils veulent aller. Et ils ont à la fois le contrôle de leurs impulsions qui leur permet de rester sur la ligne et pas de constamment dévier à droite, à gauche et de perdre leur focus. C'est les 3 choses qu'ils ont en commun. Donc en fait, il vaut mieux chercher à peu importe l'heure, entre guillemets, à laquelle tu te couches. Il y a des milliardaires qui se couchent très tard, il y a des milliardaires qui se lèvent très tôt. Je pense que c'est pas ça qui va faire la plus grosse différence. C'est pas le fait de prendre des douches froides tous les matins. C'est avoir conscience de ça. Et je suis tombé dessus récemment et je pense que c'était cool de pouvoir le partager. Mais après, pour parler des habitudes en tant que telles, j'ai testé énormément de choses. Les douches froides, j'ai jamais réussi à vraiment les tenir dans la durée. Tu vois, on parle de discipline, c'est un truc que j'ai jamais vraiment réussi à tenir. Moi, je sais que ce qui a le plus gros impact sur ma productivité et mon focus, c'est mes niveaux de dopamine. Si j'arrive à gérer mes niveaux de dopamine et à avoir le bon équilibre, tout le reste de ma vie est plus simple. Donc, pas trop consommer les réseaux sociaux,
pas de junk food, dormir suffisamment, m'entraîner quotidiennement. Je dirais que c'est les choses qui... Prier le matin, avoir un temps calme où tu pries, tu médites. Je dirais que c'est les 5 choses, les 5 habitudes qui ont eu le plus gros effet de levier sur ma motivation, mon envie au quotidien et ma capacité à rester concentré, parce qu'en fait, ça joue sur la dopamine. Complètement. Parlons-en justement de la dopamine. C'est un sujet que tu maîtrises beaucoup. Ouais. Je me souviens d'un épisode de Sans Permission où c'était subjugué par ta maîtrise du truc, où tu avais fait limite un schéma devant tes yeux comme ça. Tac, alors tu vois, le pic vient de plus en plus. Explique-nous justement ce concept de dopamine d'une part, mais d'autre part, comment la maîtriser, parce que c'est quelque chose de très abstrait pour la plupart des gens. Donc déjà, réussir à en prendre conscience, c'est une chose. La comprendre en est une autre. La maîtriser, on est au niveau maître Jedi. Du coup, ça peut être intéressant justement de l'évoquer parce que pour la plupart des gens, ça paraît quelque chose de banal, d'anodin, ou en tout cas limite imperceptible et très abstrait. Mais la réalité, c'est que j'admets que c'est très puissant. C'est très puissant. Ça conditionne énormément de choses dans notre vie et je m'en suis rendu compte. Donc j'ai fait énormément de recherches sur le sujet. J'ai écouté beaucoup de podcasts du Dr Andrew Huberman, qui est expert en neurobiologie à l'université de Stanford. J'ai fait beaucoup de travail de recherche. Et pour expliquer un petit peu le fonctionnement du circuit dopaminergique, il est extrêmement simple. On voit partout des vidéos sur YouTube, dopamine détox, est-ce que la dopamine c'est bien? Parce que d'un côté on me dit que ça me sert à avoir du plaisir et de la motivation, mais d'un autre on me dit qu'il faut que je fasse des détox de ça, donc on ne sait pas trop comment différencier le vrai du faux. Ouais, sur quel pied danser. Pour comprendre comment est-ce que notre circuit dopaminergique fonctionne, c'est très simple. Il faut imaginer une piscine à vagues. Notre piscine à vagues, elle a un certain niveau initial, elle est remplie, et puis, il va y avoir des vagues qui vont commencer à arriver. Au plus les amplitudes des vagues augmentent, au plus les creux vont être importants. C'est-à-dire que quand la vague va casser, petit à petit, notre piscine va se vider. Pour symboliser l'image des vagues, il faut imaginer les shots de dopamine qu'on pourrait avoir par différentes stimulations. Un petit shot de dopamine, ce serait par exemple le fait d'aller faire ma séance de sport. Un gros shot de dopamine, ce serait aller sur les réseaux sociaux ou regarder du porno. Lorsque je vais aller sur les réseaux sociaux, je vais avoir un gros pic instantané, et il y a cette notion d'instantané qui est très profonde, gratification instantanée. Ça va monter très fort, et du coup, ça va redescendre très vite derrière aussi, mais ça ne va pas redescendre à notre niveau de base, à notre niveau de piscine initial, ça va redescendre un petit peu plus bas. Et ce qui se passe, c'est que quand on enchaîne les pics et les creux tout au long de la journée, et ben petit à petit, la piscine se vide, jusqu'à qu'on n'ait plus envie de rien faire. Jusqu'à qu'on se retrouve dans son lit, comme un zombie, à rien faire, à part scroller sur les réseaux sociaux et à bouffer de la merde. Donc, c'est hyper important d'avoir cette image de la piscine en tête et de comprendre qu'il y a des stimulations fortes et instantanées qui vont avoir un impact énorme sur toutes les autres choses qu'on va faire dans le reste de la journée, et du coup d'optimiser notre temps en fonction de cette connaissance. Moi, je sais que ça m'a énormément aidé parce que maintenant, je réfléchis à qu'est-ce qui pourrait me réaugmenter mon niveau de piscine. Le sport, c'est une chose. Le sommeil, c'est une chose. La thérapie au froid, c'est une autre chose qui nous permet d'augmenter notre piscine comme ça et de garder des niveaux élevés au cours du temps. Et éviter toutes les choses qui pourraient nous vider la piscine. Et ce sur quoi les gens se concentrent généralement, c'est comment est-ce que je peux mettre en place de nouvelles choses pour augmenter mon niveau, pour être plus motivé. Qu'est-ce que je peux faire pour être plus motivé? Mais généralement, ce qui va avoir le plus gros impact, c'est qu'est-ce que je peux arrêter de faire pour être plus motivé. Si on fait moins de choses qui vident notre piscine, par défaut, elle se remplira. Donc il faut d'abord se concentrer sur les sacrifices à faire, entre guillemets, c'est-à-dire manger mieux, c'est-à-dire passer moins de temps sur les réseaux, c'est-à-dire voilà, toutes les mauvaises habitudes, arrêter de jouer aux jeux vidéo, arrêter le porno, arrêter... Voilà, c'est difficile à faire parce qu'on a un circuit de récompense qui est ancré, et la dopamine, c'est la substance qui crée nos habitudes, qui crée nos modes de fonctionnement, et donc c'est extrêmement difficile de s'en défaire, mais petit à petit, c'est possible. Cette prise de conscience, tu l'as eue récemment ou ça fait longtemps? Alors, matérialiser comme ça, sur le plan scientifique, toutes les addictions qu'on peut avoir, c'est récent. Ça doit faire 1 an. Ok. Et donc, mais par contre, l'application des concepts en tant que tel, ça fait plus d'1 an. Ouais, l'application des concepts en tant que tel, c'est un combat constant. C'est-à-dire que des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Je suis pas un super-héros, hein, donc... Mais
poser des mots sur ce qui se passe Ouais. véritablement dans notre cerveau et comprendre l'impact que nos actions ont sur les activités qu'on effectue derrière, Ouais. ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et ça m'a permis de conceptualiser véritablement ce qui se passait dans ma tête. Quand tu dis c'est un combat constant, justement, c'est intéressant parce que on pourrait penser que justement on vient créer ensuite un cycle inverse où le fait de justement maîtriser et puis voir que tu continues à évoluer vient te créer de la dopamine aussi, Ouais. parce que tu te dis je progresse, tu vois. Ouais. Notamment en plus quand tu viens traquer tes habitudes. Tu vois, moi j'ai aussi un tableau des habitudes où je viens cocher les différentes cases. Je l'ai même implanté chez certains membres de mes équipes, tant justement je me rends compte que finalement c'est pas les compétences et les connaissances qui prônent chez un individu, c'est son identité avant tout. Donc je fais développer constamment l'identité des personnes les plus proches de moi dans mes business, parce que je sais que derrière ça aura un impact direct sur les performances de mon business. Donc tu vois, aujourd'hui, par exemple, et je le vois même dans mon entourage, tu vois, par exemple, Robin, il est passé de me dire, alors il en a pris conscience tout seul, hein, j'en suis pas à l'initiative, mais il est passé de me dire, je détestais apprendre des choses, c'était une horreur pour moi de lire des livres, etc., à aujourd'hui, c'est devenu une obsession pour lui de mettre en place des process et des systèmes lui permettant de lire plus, d'apprendre plus, de mémoriser et d'avoir l'impression au quotidien de grandir. Et il veut carrément en écrire un bouquin dessus et mettre en place des théories dessus. Incroyable. En l'espace de quelques semaines seulement, tu vois. Wow. Et justement, comment faire en sorte de ne pas réinverser la tendance, selon toi? Ouais, c'est une très bonne question et je pense que sur certains concepts, il peut y avoir un changement identitaire, mais quand la gratification est extrêmement facile d'accès, comme par exemple notre téléphone, comme par exemple la mauvaise nourriture qu'on peut trouver en abondance partout, eh ben, c'est extrêmement difficile d'avoir ce changement identitaire parce que tu y es constamment exposé, Ouais. de par ton entourage, de par tout un tas de choses. Donc c'est très difficile de s'en défaire sur certains points, et ça revient constamment, et c'est un combat constant à mener, je pense. Ouais. Il n'y aura pas un jour où je me dirais ça y est, j'ai vaincu mon addiction aux réseaux sociaux pour de bon, ou j'ai vaincu mon addiction au sucre pour de bon. Ouais. Il y a de fortes chances pour que ça soit toujours là et que ça soit un combat. Et les gens, généralement, s'auto-flagellent avec ça. C'est-à-dire qu'ils voient qu'ils n'arrivent pas à le faire ou qu'il y a une rechute. Et du coup, ils abandonnent et ils se disent « Ah putain, je suis pas comme les autres, je suis pas discipliné. » La vérité, c'est que même les personnes les plus disciplinées ou qui font croire qu'elles sont ultra disciplinées ont des rechutes. La différence, c'est que derrière, elles se remettent sur le bon chemin et qu'elles repartent. Tu te donnes des récompenses quand tu as consécutivement, pendant 30 jours, 90 jours, 100 jours, appliqué ce que tu devais et atteint tes objectifs? Pas forcément. C'est peut-être quelque chose que je devrais faire parce que ça a du sens d'un point de vue neurobiologique d'associer une récompense à un effort. Mais c'est pas quelque chose que je fais. D'accord, ok. Toi, c'est quelque chose que tu fais? Ouais, c'est quelque chose que je fais. C'est quoi, par exemple, les récompenses? Ça dépend, ça peut être un cadeau, ça peut être un voyage, ça peut être un don également, pas forcément à moi, mais à quelque chose qui me tient à cœur. Ça peut être typiquement sur le plateau, je vais du déclic très prochainement, je vais recevoir quelqu'un qui est passionné de montres, qui va m'amener un bel objet qui symbolise un objectif qu'on a atteint sur le déclic. Donc tu vois, ça nécessitait une certaine discipline pour pouvoir y arriver. La récompense, c'est celle-ci. Donc des choses comme ça, tu vois, parfois c'est matériel, parfois c'est plus spirituel ou personnel. Ouais. Ouais, Ça dépend. C'est quelque chose que je devrais mettre en place, je pense que ça pourrait m'aider. Ça aide bien, ouais. Ça aide bien. En tout cas, ça fait plaisir. Tu m'étonnes. J'ai un autre point, c'est super intéressant. Tu disais, au début, j'étais convaincu que j'étais quelqu'un de timide, introverti. Ouais. Mais pourtant, tu as quand même passé le cap de la vidéo. Tu as fait tes vlogs, etc. au départ. Et puis, encore une fois, je les regardais ce matin. 2 ou 3 premiers vlogs et 1 ou 2 vidéos de l'époque. Hein. Et tu es super à l'aise. Tu joues avec la caméra. Au début, tu dis c'est drôle, les gens, j'ai l'impression qu'ils sont plus mal à l'aise de me voir parler à la caméra que moi, plutôt l'inverse. Qu'est-ce qui fait que tu as osé, que ça t'a poussé justement à créer du contenu? Parce qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de gens, encore une fois, qui sont paralysés face à ça et qui pourtant savent que c'est essentiel aujourd'hui en 2023 de développer un personal branding. Aujourd'hui, 100% des résultats que tu as eu aujourd'hui dans ta vie sont liés à ton personal branding. Du coup, est-ce qu'il y aurait un conseil, un tips, quelque chose à partager à quelqu'un qui nous écoute et qui sait qu'il doit le faire mais ne le fait pas? Ou en tout cas, pas de la bonne façon. On a tous quelqu'un dans notre tête, avant de se lancer, à qui on pense. On est convaincu que cette personne, quand elle va tomber sur notre vidéo, sur notre contenu, elle va se foutre de notre gueule. Et c'est
cette personne, il y a peut-être entre 1 et 3 personnes auxquelles on pense, inconsciemment ou consciemment, qui nous empêchent de passer à l'action. Et moi, quand j'en ai pris conscience, que j'ai mis des images et des noms sur ces personnes-là, et que je me suis dit, en fait, ce mec-là, potentiellement, il va m'empêcher d'avoir l'impact que je rêve d'avoir sur des centaines de milliers de vies. Il va m'empêcher d'avoir le niveau de revenu que je veux avoir pour moi, pour ma famille, et il va m'empêcher d'être fier de moi à la fin de ma vie, en sachant pertinemment qu'il ne sera pas là le jour de mes funérailles. Et quand j'ai pris conscience de ça, c'était difficile. J'ai envoyé un message à une pote, je m'en rappelle encore, putain, je sais pas si je publie la vidéo ou pas. T'appuies sur publier, et il n'y a rien qui se passe. Mais rien du tout. Il n'y a personne qui la voit, t'es tranquille, et au final, c'est ça, c'est arriver à passer cette barrière, arriver à se détacher du regard de ces 2-3 personnes que tu as en tête et qui te bloquent, et fermer les yeux pendant une saison, fermer les yeux pendant 6 mois, 1 an. Il faut savoir qu'au début, je créais des TikTok. Je sais pas si les gens comprennent ce que ça implique de créer des TikTok en 2020. C'est-à-dire que c'était la période Covid, et il y avait que des gens qui faisaient des danses sur TikTok, et les gens qui étaient sur TikTok, c'était des blaireaux. Et moi, j'étais un blaireau. Et les gens, quand je marchais dans la rue, ils me disaient « Ah, c'est le mec qui fait des TikTok. Ah, mais attends, on était à l'école avec lui. Ah, putain. » Tu vois, ils se foutaient de ma gueule. Et en fait, aujourd'hui, c'est ces mêmes personnes qui vont t'écrire pour te demander comment t'as fait. Il faut juste arriver à fermer les yeux, je pense, pendant 6 mois, 1 an, s'en foutre, trust the process, et derrière, une fois que les résultats fonctionnent, tout le monde suit et tout le monde t'encourage. Mais il faut les résultats. Ouais, complètement, complètement. Et je rebondis sur un point, c'est dans tes premières vidéos, alors, peut-être que c'est un concours de circonstances ou autre, mais je vois que tu t'entraînes dans la rue. Oui. Et au début, je me suis dit, pourquoi ils s'entraînent dans la rue? Et puis en fait, après, je me suis rendu compte que c'était en plein période Covid. Ouais. Donc, c'est dire justement, il y a beaucoup de gens qui ont arrêté littéralement de s'entraîner pendant le Covid. Mais toi, tu t'es dit, non, peu importe, je m'en fous, je vais m'entraîner dans la rue. Puis en plus de ça, t'étais filmé. Ouais. Donc, t'es filmé, tu t'entraînes seul dans la rue le matin. Et justement, c'est vraiment cette force de caractère, ce truc qui fait que tu te dis, bon bah, on s'en fout de ce que les gens disent, on s'en fout de ce que les gens pensent. Il faut vraiment que les gens fassent cet exercice. Ça vaut pour les vidéos, mais ça vaut pour absolument tout, finalement. Lancer un business, c'est pareil. La plupart des gens, pourquoi ils lancent pas de business, je pense qu'il y a 2-3 raisons. Une des raisons pour la France, c'est peut-être la fiscalité, les trucs, les impôts, les complexités administratives. Mais la raison principale, c'est que vont penser les gens de moi, parce qu'on est dans une société où voilà, vouloir être entrepreneur, c'est un peu à la mode, mais c'est aussi très mal vu. Donc ouais, c'est important. C'est important justement tous ces éléments. Est-ce qu'il y a d'autres concepts qui ont fait la personne que tu es aujourd'hui sur ces 5 dernières années que tu aurais envie de partager ici dans ce podcast? Faudrait déjà que j'arrive à clairement définir la personne que je suis. Ah, ça c'est intéressant. Aujourd'hui, t'as pas encore fait cet exercice, ce travail? Non. Est-ce que je m'associe à un niveau de revenu? Est-ce que je m'associe à une influence sur les réseaux sociaux? Est-ce que je m'associe à une croyance? À qui est-ce que je suis? Et est-ce que tu n'aurais pas tes propres critères? Ouais, je sais pas. C'est une question qui est pas évidente à répondre. Faudrait que je fasse un travail d'introspection, je pense. Mais non, ce qui m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui, je pense que c'est le fait de croire en moi, même quand pas grand monde n'y croyait. Et puis le fait d'être résilient, le fait de ne pas lâcher, même quand ça marche pas, croire... même si on n'est pas forcément dans un environnement positif, croire qu'il y a autre chose, il y a une autre réalité qui est possible. Consommer du contenu, quand j'étais encore à Toulouse, ça m'a beaucoup aidé pour ça, parce que j'étais, mine de rien, entouré avec cette nouvelle réalité. Et donc, ouais, c'est plus des croyances, en fait. Comme tu l'as dit tout à l'heure, les croyances auront un impact sur nos actions et sur nos résultats. Mais ouais, croire en soi et croire que c'est possible de réussir, peu importe l'âge ou d'où on vient, je pense que c'est ça. Ouais. Je pose beaucoup de questions liées à ton début parce que c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Et puis ça permet vraiment aux gens qui nous écoutent de s'identifier à ça, et j'insiste là-dessus. Tu viens d'utiliser un mot qui peut paraître anodin, mais sur lequel j'ai envie de rebondir, c'est « j'étais entouré de ces contenus ».
On sait que l'entourage, c'est extrêmement important. À ce moment-là, quand tu es à Toulouse, quand tu es en France, quand tu démarres, quand tu es le mec qui fait des TikTok et que tes anciens camarades de classe potentiellement se moquent de toi, tu as coupé court à tes amis de ce moment-là. J'imagine que oui, vu que tu hoches la tête. À quel point c'était peut-être difficile pour toi de le faire et à quel point c'était une évidence de le faire? Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi, c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles les gens n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs quand ils se lancent, c'est à cause justement de ces fameuses 5 personnes qui nous entourent. Tu vois, moi, j'ai pas eu cette difficulté, donc je l'ai jamais ressenti parce que c'est simple. J'avais pas d'amis, j'étais quelqu'un dans mon coin, je sortais pas, j'avais pas de copine, donc c'était pas compliqué pour moi. J'avais déjà coupé court à tout ça depuis bien longtemps, pour des raisons tristes mais qui sont propres et j'aimerais bien savoir toi dans ton cas parce que tu vois tu faisais du sport, peut-être dans une équipe de rugby, t'avais l'air t'as l'air d'être quelqu'un que t'avais une vie sociale, tu vois, en tout cas t'as tous les traits d'avoir une vie sociale. Ouais. Comment on fait justement pour couper complètement quand on sait consciemment que ça ne va pas nous aider à évoluer mais qu'en même temps c'est quand même une partie de notre vie qu'on laisse derrière nous. Ouais, c'est très difficile et je me rappelle encore de la période. Je ne sais pas si véritablement il y a une recette pour ça. Il faut prendre conscience que... En fait, j'ai pris conscience que les gens avec lesquels j'étais n'allaient pas m'amener là où je rêvais d'aller. Et que si je restais potentiellement dans ce groupe, je voyais la fin en fait, et ce n'était pas une fin qui me convenait. Je savais que je voulais une vie hors du commun, que je voulais faire des choses exceptionnelles et que l'environnement, c'était hyper important et qu'il fallait que je trouve le bon environnement. Donc, j'ai eu cette période où mes potes comprenaient pas pourquoi est-ce que je venais plus aux invitations, comprenaient pas pourquoi est-ce que je renonçais à des activités, des choses comme ça. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé parce que pour devenir quelqu'un de nouveau et pour construire une nouvelle identité, c'est hyper important de parfois savoir se séparer des personnes qu'on a fréquentées par le passé. Et ouais, il n'y a pas vraiment de recette en fait pour pouvoir couper court à des relations. Il faut juste avoir beaucoup de connaissance de soi, de self-awareness, et savoir voilà ce que je veux pour ma vie, voilà ce que je tolère, voilà ce que je tolère pas. Et au fond, si je me mens pas à moi-même, je me sentais pas aligné avec les relations que j'avais à l'époque. C'est-à-dire que sortir tous les week-ends, boire, faire la fête, ça n'a jamais été mon truc de ouf. J'ai toujours été animé par le fait de me dépasser, de me développer, et j'avais plus l'impression de m'auto-détruire en faisant ça que de construire quelque chose qui avait du sens pour ma vie. Et donc, en fait, avec le recul, ça a plus été une forme de soulagement de me séparer de ces gens-là et de me concentrer sur un projet qui avait du sens pour moi, plutôt que de m'entêter à rester avec eux à tout prix par peur d'être seul. Ouais, complètement, je vois. J'ai 2 dernières questions pour toi. Ouais. C'est quoi pour toi avoir de l'impact ? Parce que tu as utilisé ce terme à plusieurs reprises. C'est quelque chose que tu évoques souvent aussi dans tes propos, dans tes stories, dans tes contenus. C'est quelque chose qui est souvent utilisé un petit peu partout. Ouais. Mais on ne sait pas forcément mettre de la substance là-dessus. C'est quoi avoir de l'impact pour toi ? Avoir de l'impact, c'est ce que tu fais avec le déclic. C'est aider les gens à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. C'est croire... Leur donner confiance en eux alors qu'ils ne l'ont pas forcément. C'est les aider tout simplement à changer de vie, à devenir meilleur, à se sentir mieux. Ça peut être avoir plus de gloire, ça peut être plus heureux. Ça peut être tout un tas de choses, c'est assez vaste, mais généralement, je l'associerais au fait de croître et de devenir meilleur, de se développer. C'est ça, avoir un impact positif pour moi. Ok, merci d'ailleurs. De rien. Avec plaisir. Écoute, dernière question. Avant ça, bien sûr, j'invite celles et ceux qui nous ont écoutés, s'ils ont eu autant de plaisir à nous écouter que j'ai eu à animer cet épisode, à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est très important, hein. Tu le sais maintenant. Ouais. N'oubliez pas. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez. Allez interagir aussi sous le post LinkedIn de cet épisode, comme on le fait à chaque fois. Et merci également pour ton temps et pour tous ces partages. Merci. C'était vraiment un superbe épisode, une belle masterclass. Dernière question que je pose à chacun de nos invités. Parmi tout ce que l'on a pu évoquer ici aujourd'hui dans cet épisode, est-ce qu'il y a un truc qui a littéralement créé une transformation identitaire chez toi, un vrai déclic encore plus profond
que tous ceux qu'on a déjà évoqués ici, que tu n'as peut-être jamais partagé dans aucun podcast ou aucun contenu, que tu aurais absolument envie de nous partager. Tu as vraiment carte blanche pour ce mot de la fin. Je pense que savoir dire non, c'est plus important que savoir dire oui. C'est-à-dire que renoncer est souvent plus un moteur de croissance que le fait de dire oui. Des fois, il faut savoir dire non à certaines relations, des fois, il faut savoir dire non à certaines tentations, et que c'est tous ces sacrifices, plus que les efforts qu'on pourrait rajouter, qui vont être les premiers drivers de notre réussite. En tout cas, c'est moi l'expérience que j'ai eue. C'est parfois savoir s'isoler pour mieux s'entourer par la suite. Merci Antoine. Merci à toi.